le ferait, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens, cadeau. Comme ça. Si ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïe, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous réchauffera et qui devrait aussi vous aider à vous tenir éloigné des chats sauvages. Aïe, compagnons Zéphiriel et Grand Poil. Aïe. Aïe tous les deux. J'ai changé cette fois-ci. C'est bien, c'est bien. Pour vous aider à faire un aïe général à tout le monde. Bienvenue dans ce 10e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, les roues se coincent dans le sable et les culets de cul blanc en bave dans la fin de la partie 2 des 3 cartes, le tome 2 du cycle de la Tour Sombre de Stephen King. Concrètement, on s'est occupé de lire et on va s'occuper d'analyser et de résumer dans cet épisode la fin de La Dame d'Ombre, donc la partie 2, et les deux chapitres qui constituent cette fin, c'est D'état de l'autre côté et Rebrassage. En gros, c'est juste ça, entre guillemets, mais il y a quand même pas mal de choses. Ça fait quelques pages. On commence par les commentaires, comme d'habitude, avec Lise Amaïd sur YouTube qui nous a dit « Il me semble que le bombardier... » Ah oui, on est encore sur cette histoire des vieux bombardiers de Roland. Le bleu bombardier. Couleur bombardier. Ouais, qui est notre nouveau fil rouge. Qui nous dit « Me semble que le bombardier Douglas est bleu et en rapport avec l'acteur qui a inspiré Roland, qui en a piloté un en 51, mais pas sûr. » Je suis pas allée vérifier l'info. Et qui dit aussi « Je pense que c'est en rapport aux vêtements bleus que tenaient les bombardiers peut-être bleus pour la couleur. » Peut-être. Peut-être. À ce stade-là, on accepte toutes les hypothèses. Toutes les explications sont bonnes, effectivement. Oui, elles fonctionnent toutes. Il y a au moins un niveau de la Tour Sombre où elles fonctionnent. Cactus qui pique pas nous dit « À ma première lecture du tome, j'avais trouvé que Eddie tombait quand même drôlement vite amoureux, mais quand on relit avec le concept de cycle en tête, ça tombe sous le sens non, ils ont déjà été amoureux, du coup ils se reconnaissent inconsciemment, et ça c'est entre guillemets ouf. » Et oui. Ouais, j'aime bien, mais moi je suis pas... comment dire, j'aime bien le concept du coup de foudre aussi, hein, ça me choque pas non plus. Je préfère même le concept du coup de foudre au fait que c'est normal, ils vont tomber amoureux, c'était écrit. On sait que c'est écrit, mais n'empêche qu'il peut y avoir il peut y avoir eu ce coup de foudre dès la première fois, dès le premier cycle. Oui. Ouais, je suis... D'autant que, il y a et le côté coup de foudre et le cas qui fait que en fait il faut aussi qu'il y a un attachement fort entre les deux. Alors pas forcément aussi rapide et en même temps ce qui fait qu'Eddie passe pas la porte, là on va le voir, c'est parce qu'il est amoureux d'elle et que sinon ça se passerait autrement s'il avait passé la porte avec Roland. Et aussi moi j'aime bien quand même ce côté de réminiscence parce que c'est un truc qu'on avait amené assez tôt sur le fait que ils deviennent pistoleros peut-être un peu plus rapidement et un peu plus facilement parce qu'ils ont déjà eu des entraînements dans d'autres cycles, donc il y a peut-être un petit peu de persistance. Et je me dis que ça pourrait aussi fonctionner avec ça, de se dire que les sentiments sont peut-être un peu plus faciles ou un peu plus rapides, mais de façon très très légère, pour moi je dirais. Ouais, j'aime bien la psychologie il tombe amoureux, en vrai, il est perdu sur une plage depuis je sais pas combien de jours, il a absolument rien à quoi se raccrocher. Ouais. Et Odetta arrive et en vrai, c'est normal qu'il tombe amoureux d'elle, quoi. Mais à un côté, je me raccroche à la personne qui arrive, quoi. Ouais. Ça me paraît logique. J'aime bien cette psychologie du personnage, plutôt. Ok. Et sur le Discord Stephen King France, Adèle a rattrapé son retard et donc elle écoute l'épisode 7. Elle nous dit « Concernant les problèmes de géographie, de désorientation, est-ce qu'on peut s'amuser à penser que l'auteur, le King de la Tour Sombre, pas de la vraie vie, écrit volontairement des repères confus pour désorienter Roland ? J'ai presque envie de pousser le vice en disant qu'il est fâché du sort imposé à Jake, mais comme il n'y peut rien, car l'histoire s'écrit juste à travers lui et pas par lui, il essaye de contrôler certains détails qu'il peut justement contrôler comme... faire chier Roland sans l'empêcher d'atteindre son but puisque c'est impossible. » Je trouve ça rigolo. Enfin, j'aime bien le concept du King de la Tour Sombre qui a envie de faire chier Roland parce qu'il subit lui-même l'histoire en fait. Ouais. Il fait que la déposer sur le papier. Moi, j'aimerais qu'on m'explique qui est le King de la Tour Sombre et qui est le King qui écrit parce que si c'est pas la même personne, je vois pas qui c'est en fait. Le King qu'on rencontre dans le roman, qui lui n'est pas celui qui écrit le roman que l'on lit. Le King qu'on rencontre dans le roman... si, en fait, c'est la même personne. Non, le King qu'on rencontre dans le roman, il meurt lors de l'accident. Pas le King qui écrit celui qu'on rencontre dans le roman. Le King qu'on rencontre dans le roman, il meurt lors de l'accident. Oui, il meurt. Il y a des coupures de presse qui disent que l'auteur Stephen King est décédé le 1999 après être renversé par un van. Donc c'est pas le même.
À quel moment il y a ces coupures de presse? Dans le tome 7, à la fin. Enfin, quand il le rencontre dans le tome 7. Non, c'est un autre King, ça. C'est un autre niveau de la tour. Parce que c'est pas le King qui écrit le roman, sinon il n'y aurait pas de roman. Il écrit la fin. C'est complexe parce que il se fait le King mourir. Qui est sauvé par Roland, c'est celui qui écrit le livre. C'est pas celui qu'il rencontre dans le tome 7 ou le tome 6, je sais plus déjà dans quel tome il le rencontre. Tome 6. Dans le tome 6. Il commence dans le tome 6. Écoute, dans le tome 6, à la fin du tome 6, il y a des coupures de presse qui disent que King décède des suites de son accident du 19 juin 99. Ok. Ça, on est d'accord. Ok. Et donc. Ça, je me souviens vaguement de ça. J'avoue, là, je l'ai pas en tête. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Sinon, on va vérifier. Je sais pas. Si tu veux fact-checker. Non, mais j'ai pas dit que je te faisais pas confiance. Je dis que je faisais confiance. J'écoute la suite. Pour moi, du coup, celui qu'on nous dit qui est mort à ce moment-là, c'est celui qu'on a rencontré à quelques chapitres plus tôt et qui a rencontré lui-même J.K. Rowling. Et ça, c'est pas le King du monde clé, déjà? Si, mais c'est celui le King de la Tour Sombre, en fait. C'est de celui-là dont elle parle. Ok. Pour vous. C'est celui qui est dans le livre, mais qui n'est pas celui qui a écrit le roman que nous on est en train de lire. Il a écrit celui qui va dicter la suite des aventures de Roland, mais c'est pas le même que celui qui est en train de... King, lui, ce qu'il a écrit, le vrai King de notre monde à nous, qui n'est pas le monde clé, il a écrit une version de lui qui est dans le monde clé. Pour moi, c'est pas le même King. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que s'il se fait sauver par Roland, justement, pour cet accident, et qu'il est en vie, c'est celui qui est en train d'écrire aujourd'hui. Oui, le King il s'en de la souviendra Tour Sombre, pas. c'est celui qui est mort. Il y a la partie qui est mort ou pas qui trouble. Alors, en fait, c'est le King de la Tour Sombre. J'arrive pas à comprendre qui c'est, en fait. Je m'excuse. Celui que Jack et Roland rencontrent. Dans le tome 7 ou 6, je sais plus, du coup. Que Roland va sauver là où Jack meurt. Ouais. Mais ça, c'est notre non, King. Mais il meurt plus tard. Il meurt pas de l'accident, alors, mais il meurt plus tard. J'ai pas mon bouquin là. Non, mais du coup, faut je relise ce moment où... Je me souviens de ces coupures de presse, je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais je me souviens quand tu en parles, je me souviens que ça est là. Le point que j'essaye d'amener, c'est King, celui qui vit sur notre terre à nous, là dont on parle. D'accord ? C'est lui, projeté ou pas, c'est pas le problème. C'est lui qui écrit le bouquin et qui s'écrit lui-même dans le tome 7 parce qu'il est sauvé dans l'accident. Et en fait, il projette le fait d'avoir été sauvé de l'accident par Roland et Jack. Parce qu'à la fin de l'accident, quand Roland lui dit « Tu te souviendras pas de ce qui s'est vraiment passé, en fait ». Il projette le fait que l'accident l'ait pas tué juste, mais qu'en fait, il a été sauvé par Roland dans notre monde à nous, en fait. Il projette ça. Donc je sais pas de qui on parle quand on dit qu'il y a un King qui est mort, je m'en souviens absolument pas. Je me souviens de ces coupures de presse, mais pour moi elles étaient là en mode on prévient que ça va arriver. Ça aurait pu arriver. C'est à eux de faire attention à ce que ça n'arrive pas et de le sauver vraiment, sans quoi la suite ne peut pas être écrite. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que les coupures de presse, c'est un moment où ils arrivent dans un futur où il est mort déjà. Ouais, enfin je sais pas, je le vois un peu comme ça là en y pensant, mais je me souviens pas. Parce que justement, en fait, tout l'enjeu du set, c'est d'arriver à temps pour le sauver parce qu'ils savent que cette date est précise. Et là, je regardais rapidos dans le champ de Susanna, c'est effectivement Roland le sauve après, il l'hypnotise pour qu'il oublie leur existence. Oui, même dans le set, quand il sauve de l'accident, il l'hypnotise encore pour lui dire tu te souviendras pas qu'on a été là et comment t'as été sauvé. Mais et pour moi, quand il le revoit dans le set, c'est le même King qu'il voit. C'est pour ça que je suis étonné il y a un King qu'ils ont vu qui est mort. Mais je me trompe peut-être. Je suis très curieux du coup de comment... Extrait du télégramme de Portland, édition du dimanche, daté du 20 juin 99. Stephen King meurt près de son domicile de Lovell, le célèbre écrivain du Maine, tué alors qu'il se promenait. Selon ses proches, le conducteur de la camionnette aurait quitté la route des yeux un instant et en approchant de King sur la route 7. Il y a quoi juste avant? C'est surtout ça, c'est le contexte de En fait, le truc, c'est qu'il meurt le lendemain, il est sauvé. En effet, je vois ce que tu veux dire, Zef, que il y a cette date où du coup il meurt et que c'est ce qu'il dit à Roland qu'il faut qu'ils arrivent avant le 19 juin, quoi, pour le sauver. Mais le 19. C'est tout l'enjeu du tome 7. Ok. Enfin, d'une partie du tome 7. Ok, moi j'étais restée persuadée, tu vois, sur le fait qu'il se faisait mourir. Et en fait, il y a une version où il se fait mourir, mais dans la timeline de Roland, il se fait sauver par Roland, quoi. Ouais. Après,
Il y a d'autres Kings dans d'autres mondes. Donc, oui, c'est ça. On peut imaginer que ça vient d'un autre monde. Pour moi, dans le même monde clé, il peut pas mourir, sans quoi il n'y a pas de roman, il n'y a pas de suite. Du coup, la question c'était, est-ce qu'on peut s'amuser à penser que l'auteur, le King de La Tour Sombre, pas de la vraie vie, écrit volontairement des repères confus pour désorienter Roland? Alors, non, juste, Émilie, pour revenir au truc d'avant, les coupures de presse dont tu parles, est-ce que pour toi, le coda journal de l'auteur fait partie de... Je sais pas. De La Tour Sombre? J'ai plus le contexte du tome 6, j'en sais rien. Non, c'est dans le... Oui, parce que c'est là où je vois les coupures, moi. C'est dans la coda, le journal de l'auteur, un truc qu'il aurait peut-être prévu de faire. Je pense qu'en vrai, on aura la réponse quand on aura fini tome 6 et qu'on comprendra un peu plus le contexte, quoi. Là, c'est un peu à l'arrache, le truc. Ok. Donc, si on veut juste répondre à la question qui nous est posée... moi j'aime bien me dire que en effet il y a ce truc, peu importe si c'est le King de je sais pas quel niveau de la tour ou le King Gano, il écrit toujours de la même façon, c'est-à-dire un peu malgré lui dans l'idée, et j'aime bien l'idée de me dire que le peu qu'il peut contrôler, il va essayer de le contrôler de la même façon où il va mettre des détails de sa vraie vie, où il va choisir de mettre des connexions. Il peut très bien choisir d'enquiquiner Roland. Après, il y a plein de fois où Roland est enquiquiné, où on s'est rendu compte que c'est potentiellement, que ça sert complètement ce qui va suivre après. Donc peut-être pas tant que ça. Ça dépend sur de quelle enquiquinade on parle, quoi. Oui, c'est sûr, ça peut être aussi... en fait, si on part sur cette théorie, ce serait intéressant de se regarder en quelle année ça a été écrit, si King n'était pas lui-même addict à l'époque, et juste il n'y a pas un côté je me repère pas moi-même dans mon écriture et que ça transparaît aussi bien pour Roland que pour les romans, quoi. Je sais pas, je suis clair dans ce que je dis. Il avait pas encore Robin First à l'époque pour l'aider à mettre en forme et à avoir cette espèce d'encyclopédie. Pour le tome 2, je suis pas sûre. Je pense pas. En vrai, j'en sais rien. Il me semble pas trop, mais je t'avoue. Non, mais on peut regarder dans le concordance, c'est là, elle dit quand est-ce qu'elle a été... Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est au début 2000 qu'elle est là, parce qu'elle dit je vis depuis plus de 2 ans dans l'univers de Roland, en remontant parfois à la surface dans l'autre, machin. Et elle a écrit ça en 2003. Ouais, parce que on sait que Concordance, c'était pas voué à être publié, c'était son travail à elle pour aider King à réécrire. Et je pense qu'en fait, en effet, sur les 4 premiers tomes, avant qu'ils se disent je vais continuer à écrire, mais il faut que ce soit cohérent, elle existait même pas, ou en tout cas pas pour La Tour Sombre. Parce que là, elle l'aide sur d'autres choses. Typiquement, Holly qui est sortie, il la remercie à la fin parce que c'est la suite de plein de trucs avec le même personnage, et elle l'a aidé à refaire des liens avec Mr. Mercedes et tout. Oui, donc je pense qu'il y a un côté... Et puis là où il s'est arrêté, c'est au tome 4 avant de prendre une grande pause. Ouais. Voilà, donc c'est pas incohérent qu'elle arrive au moment où lui, il a besoin de repatcher tout ça un peu. Ouais. Voilà. Adèle nous dit autre chose. Vous avez parlé dédié de son instinct de pistolero déjà assez présent, mais vous n'avez pas du tout parlé du fait que pour lui aussi, c'est son énième cycle. Bah, du coup, si c'est ce qu'on redisait un peu tout à l'heure, on l'a évoqué au début, il me semble... en tout début de podcast, qu'ils apprennent plus vite, machin. Et on sait que King n'avait sûrement pas ça à l'esprit à l'époque, mais j'aime vraiment me dire qu'on assiste là au cycle le plus abouti de tous. La mécanique est presque parfaitement huilée. Ce sont les derniers réglages qui se font ici dans le cycle parfait. Donc toute la mémoire musculaire et spirituelle revient vitesse grand V. Ouais. Trop bien. Ouais. Ça marche. On assiste à la dernière itération. Je sais pas si on peut dire le cycle parfait vu qu'il y retourne avec un élément en plus qui est le corps. Pour moi, le prochain a plus de chances d'avancer encore plus dans le but que même si effectivement on l'a dit, hein, ils vont en s'améliorant. Du coup, ça laisse imaginer le chaos que ça a dû être ces allers-retours sur la plage les premiers cycles. L'enfer. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces points avant qu'on attaque le résumé? Et j'ai peut-être reconstitué la timeline, mais je suis pas sûr. Comment ça? J'ai juste jeté un petit coup d'œil à la fin du 6. Donc à la fin du 6, ça se passe avant qu'il soit sauvé, justement, le personnage de Stephen King qu'on voit dans le roman. Et donc c'est ça aussi qui va laisser la trace que dans le tome 7, qu'ils doivent aller le sauver pour que la fin du roman puisse s'écrire. Donc c'est peut-être effectivement le même personnage entre les deux, sauf que à la fin du tome 6, c'est encore la partie où il y a eu Jake et puis le père Callahan qui se préparaient au Dixie, mais King finit par mourir, c'est ce que nous montre la coda. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 6, le caractère de Stephen King meurt. Dans le tome 7, ils savent qu'il va mourir, ils ont dû voir les extraits de journaux, si je me souviens bien, il y a un truc de ce genre-là qui les presse justement à revenir à cet endroit-là pour le sauver.
Donc c'est peut-être bien le même personnage qui, dans le tome 7, est sauvé par le retour de Jack et Roland. On disait pas l'épisode précédent qu'ils voyagent pas dans le temps, qu'ils reviennent pas en arrière. Ils voyagent à alors ou alors c'est un King d'un étage de la tour différent, parce que ils vont se retrouver, ils savent où il faut qu'ils aillent, et ils savent pourquoi ils doivent y aller. Ouais, du coup pour moi celui qui meurt c'est pas celui du monde clé, mais ça donne un indice que celui du monde clé il va mourir à telle date. Peut-être. Mais il faut qu'on arrête d'en parler. Donc dans l'épisode précédent, Roland et Eddie découvrent la seconde porte que Roland va traverser malgré un Eddie prêt à tout pour venir avec lui et se faire un fixe, quitte à le tuer. Roland revient avec Odetta qu'ils apprennent à connaître et qu'on apprend à connaître avec eux comme une personne très engagée dans les droits des Noirs américains, étant elle-même noire. Une personne riche et en situation de handicap puisqu'elle n'a plus de jambes en dessous des genoux. On avance avec beaucoup d'angoisse sur une situation qui les plonge, avec beaucoup d'imagination de la part d'Odetta pour ignorer la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire étant sur une plage désertique avec des homosexualités, un cow-boy et un junkie. On apprend un peu plus à la connaître et cette partie se termine sur un Roland qui met en garde Eddie sur la suite des événements, car il sent que Odetta n'est pas seule. Très bien. Donc chapitre 4, Detta de l'autre côté. Pour Roland, Eddie n'a pas compris quand il lui a dit de rester sur ses gardes, une chance pour Eddie. Detta se réveille dans la nuit et son imagination a comblé d'elle-même les trous laissés par la conscience d'Odetta. Elle pense avoir été maltraitée et insultée par les deux hommes blancs pendant ce laps de temps. Elle profite de leur sommeil lourd pour dérober à Roland une de ses armes. À ce moment du récit, je me suis demandé s'il faisait semblant de pas capter ou s'il était mis KO par le retour de l'infection. Mais on va vite le savoir. Moi, j'étais sûr qu'il y avait un piège. Ouais, vu comment on nous l'a présenté jusque-là. C'est trop gros. Je pensais pas qu'Eddie en faisait partie, parce que, bon, mon avis, Eddie, il est encore en formation, il est encore en apprentissage. Ça pue la leçon à 4 km, ça pue la leçon de Roland à 4 km. Moi, je trouve ça intéressant que Detta se voit directement attaché s'imagine être attaché sur le fauteuil parce que elle se dit que c'est comme ça qu'ils vont la traiter et qu'en fait c'est pas encore arrivé mais que ça va arriver. Je trouvais ça marrant. J'aime bien que King nous montre que en vrai elle est tellement dangereuse que ça l'a déjà en fait un peu ce qu'on cherche chez un pistolero, quoi. Elle est agile, elle est rapide, elle est silencieuse, elle est prête à tout. Et je trouve cette détermination est forte, je trouvais ça marrant. Il se fera la réflexion plus tard, Roland, que ce qu'elle a tout d'un pistolero. Et il se fait la réflexion à propos de Detta, pas d'Odetta. Et donc Detta braque le revolver sur la tempe d'Eddie. Ouf, en fait Roland a un œil entrouvert, malgré la fièvre qui est de retour, il reste un pistolero. Detta appuie sur la gâchette, mais ça ne fait qu'un clic. Alors qu'il parlait avec Eddie, Roland a eu une illumination, et quand tout le monde dormait, il a remplacé les cartouches de ses armes par des vides, sans rien dire à Eddie, parce qu'il a conscience qu'il doit être son corte, et qu'il doit lui apprendre cette leçon par l'expérience. Et je cite, « Un gosse comprend ce qu'est un marteau qu'après avoir eu le doigt écrasé sur un clou. » C'est l'éducation, ouais, il reproduit la façon dont il a été éduqué, il se pose pas trop de questions. Ouais. Et toute cette partie de l'observation du mouvement de Detta par Roland, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment, il l'a décrit comme un prédateur. On est dans le champ lexical de l'animal avec muer ses mains en cerf, narines palpitantes qui goûtent l'air et tout. C'est vraiment, Detta est un prédateur qui va chasser la nuit, quoi. Surtout qu'on l'imagine ramper, vu qu'elle a pas de jambes. Donc ça marche très bien. Ah bah oui, donc sur une plage, ça fait peut-être un peu moins de bruit, mais ça reste difficile de se déplacer. Et ce passage-là aussi, il a un truc qui moi m'a impressionné, c'est quand Roland arrive à tomber dans le sommeil juste le temps qu'elle regarde. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait semblant d'être endormi, il sent le regard plus qu'il le voit de Detta sur lui, et là ils nous disent que vraiment il s'endort, il fait plus semblant, il arrive à s'endormir, et par instinct il se réveille au moment où elle détourne le regard. C'est le Spidey Sense de folie, là. Et quand Detta pointe sur Eddie son arme, Roland, il a l'impression, en fait, elle lui rappelle Martin. Et c'est intéressant parce que, alors, théorie ou pas, vous me direz, si ça tient la route, Detta, là, en gros, elle habite le corps d'Odetta. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, l'homme en noir
potentiellement pourrait être capable d'habiter d'autres corps. C'est le passage dans l'avion quand il dit à Roland de rester dans Eddie et d'abandonner son corps à lui. C'est toi, Zef, qui a développé ça en disant mais du coup en fait il le dit de façon tellement évidente que c'est facile de se dire que lui il l'a déjà fait. Donc ce qui rappelle à Roland Marten, c'est peut-être pas l'astuce sur son visage, mais c'est peut-être tout simplement cette idée de double identité, le mâle qui possède un corps qui n'est pas le sien, parce que l'homme en noir, peut-être que c'est pas Marten, peut-être que l'homme en noir c'est juste quelqu'un qui a possédé Marten. Pas mal. Ouais, ok. Ce qui n'a absolument aucune incidence sur le récit, que ce soit l'un ou l'autre, mais vu que c'est l'homme aux multiples visages et tout, en fait, l'idée c'est ça, c'est que juste peut-être qu'il il squatte des corps, quoi. Ouais, mais pour moi, vu la personnalité de l'homme en noir, il squatte, mais il écrase tout de suite le précédent occupant. Hein. Oui. Il cohabite pas. Oui, contrairement à Data, oui, il y a pas de place pour l'autre. On est d'accord. Donc Roland, il observe manier l'arme et se dit « Mauvaise et sans jambes, mais pistolero à coup sûr. » Et on se dit que c'est cette partie de Data qui restera après la fusion en Susanna. Tout ce qui restera de Data, c'est la partie pistolero, dans l'idée. Il était quand même prêt à risquer la vie d'Eddie pour cette leçon et pour vérifier comment elle a dit s'il meurt, tant pis. Ouais, s'il meurt, c'est la fin de sa quête, quoi. Ouais, voilà. J'aime bien le fait qu'il... En fait, je me souviens pas de la lecture à ce moment-là, ma première lecture, mais on peut se demander si qui il est allé chercher. Je crois qu'on en a parlé dans l'épisode d'avant de qui est allé chercher Roland en fait. Enfin, est-ce que c'est vraiment Odetta qui devait tirer ou est-ce que c'était Data dans le sens ah oui. C'est tellement elle qui est forte entre guillemets pour ce qu'il a besoin que c'est peut-être elle en fait qui est allée chercher plutôt que Odetta en termes de cartes. Je trouve ça intéressant. En tout cas, au moment où il rentre dans la porte, c'est Data. Hein. Il voit par les yeux de Data. Il y a aucune trace d'Odetta au moment où il va la chercher. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est peut-être pas un hasard que la porte, elle s'ouvre sur un moment où il y a Data, alors que moi j'ai l'impression qu'il y a plus souvent Odetta que Data. Donc il y avait moins de chances qu'on arrive sur un moment avec Data plutôt que sur un moment avec Odetta. Donc c'est peut-être pas un hasard en effet. Eddie ne s'éveille que quand Data crie de frustration, Roland toujours impassible et en confiance en l'apprentissage de Cort malgré le risque qu'elle le tue. Data est rapide, Eddie prend un coup à la mâchoire et Roland intervient en espérant qu'il ait retenu la leçon. Il faut quand même la force de 2 hommes pour lui retirer l'arme et l'immobiliser, tant bien que mal. Elle se débat avec force et Roland a constaté plutôt qu'elle a moins galéré qu'Eddie pour porter l'arme. En même temps, je pense qu'elle a de la force dans les bras. Puisque les fauteuils de l'époque, on nous le dira plus tard, c'est quelques dizaines de kilos quand même. Hein. Puis quand au départ t'as un junkie à côté, oui. Je pense pas qu'il fasse beaucoup de sport et qu'il s'entretienne très fort. En plus, un junkie en sevrage, physiquement, c'est pas la folie. Et Eddie, lui, il pige rien à ce qui se passe. Que soit maudit le visage de ton père! Bouge ton cul! Donc, ils arrivent à l'attacher, Eddie tentant de ne pas blesser Data pour ne pas blesser Odetta au passage. J'aime bien parce qu'il y a quand même le passage de Roland qui dit fais quelque chose, pense à le pistolet rageur, ou serait-ce que tu ne veux rien faire en mettant en doute le fait que Eddie veuille l'aider et peut-être le voir mourir. Ce qui est très antinomique avec le moment où Data lève le pistolet et va peut-être tuer Eddie, et lui il se dit bon bah s'il meurt c'est le cas. Hein. Et je trouve ça marrant en fait, le gars juste après il râle en disant bah tu veux pas bouger ton cul pour m'aider quoi. Donc Eddie et Roland se mettent à part et pendant que Data leur hurle de s'auto-sucer, Eddie croit enfin Roland de tout son être que la double personnalité d'Odetta. Je pense que c'est un des chapitres les plus vulgaires qu'on a de tout le cycle. Oui. Ouais. Mais de toute façon, dès qu'elle va parler, hein, ça va partir direct dans la vulgarité et la caricature. Hein, oui. C'est un peu plus loin Eddie qui en parlera qu'elle parle comme un personnage de bande dessinée mal caricaturé tellement c'est faux, même sa façon, son accent, sa façon de parler ne ressemble à rien. Complètement. Donc, Eddie pleure, Roland, vas-y. J'avais un dernier c'est juste un petit détail que j'avais noté comme ça, juste pour rappeler le monde dans lequel le pistolet revit. Il l'attache avec un reste de corde qui a servi de lasso et qui était avant même une corde avec laquelle il attachait sa mule. Donc vraiment, tout utilisé jusqu'au bout. Tout est tiré jusqu'à la corde littéralement. Ouais. Donc, Eddie pleure, Roland, transi d'une nouvelle fièvre, ne le console pas, le souvenir de Jake est trop récent. Eddie pense à de la schizophrénie, d'après ce qu'il en a vu dans des films et des soaps, et pour Roland aussi, ça semble correspondre. Donc, alors attention, parce que
À l'époque où ça a été écrit, on faisait quand même encore assez peu de recherches sur les maladies mentales, notamment ce type de maladie mentale-là. On disait tous que les gens étaient des fous. Donc rien ne nous dit qu'elle soit effectivement schizophrène, d'autant qu'ils se basent sur des trucs qui sont vus dans des films, donc qui sont certainement pas traités tels qu'ils sont dans la réalité, exactement. Mais pour l'époque, c'est la seule rêve qu'ils ont. Donc si nous on en parle, on reparlera de schizophrénie, mais parce que pour eux c'est de la schizophrénie. Et nous on n'est pas là pour dire ce qu'elle a. De toute façon, ça va pas durer très longtemps. Fin du tome, c'est finito, quoi. Donc, il réalise qu'aucune des deux femmes n'a conscience de l'autre et que les trous de mémoire sont comblés par leur imagination. Et là, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui déclenche la bascule. On ne sait pas le fait que l'une prenne le devant sur l'autre. On ne sait pas si c'est une question de temps passé, ça n'a pas l'air cyclique, ça n'a pas l'air d'être toujours un jour sur 3, un truc comme ça, ou on n'a pas non plus l'impression que ce soit des événements qui déclenchent. Ouais, pas spécialement, même si enfin, en tout cas dans la façon dont il le décrit un peu, je trouve qu'on sent que Data, elle intervient, elle arrive à prendre la main au moment où il peut y avoir un danger, où il y a une situation de stress, au Data, elle recule, et puis Data, la partie forte, vraiment passe devant, quoi. Ouais, je pense un peu la même chose. Ok. Je suis preneuse des avis et des théories en commentaire, en vrai, parce que je me dis, on peut trouver des explications plausibles à ça, et ça me parle un petit peu aussi ce que vous dites. Après, dans ces flashbacks, on n'a aucune explication, hein. C'est vraiment, il y a un moment où c'est au Data, l'instant d'après c'est Data, puis elle se casse de sa maison. Ouais. Je parle vraiment plutôt sur la partie, sur la plage, tout ça, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. Il y avait un côté, j'ai l'impression, moi, elle apparaissait que quand Odetta était, je vais pas dire en situation de stress, mais en situation d'inquiétude forte, en fait. Il y a un côté, tu vois, avant, elle était aux émeutes, elle se fait arrêter, donc il y a une inquiétude sur l'avenir, elle sait pas trop comment ça va gérer, du coup, c'est Data qui apparaît. Il y a le côté, elle discute avec son chauffeur, je sais plus ce qu'il lui dit, mais il y a un truc qui la met un peu mal à l'aise, et du coup, elle bat un peu en retrait dans la discussion, et c'est Data qui apparaît juste derrière, qui se barre, du coup, veut faire les vols là où Roland arrive. Et là, il y a, au moment où, sur la plage, elle est inquiétée par Eddie, qui l'appelle Data, et qui met en doute sa version des faits. Et en fait, quand elle commence à douter ou à être inquiétée il y a peut-être un truc qui cloche, j'ai l'impression qu'elle se met en retrait, que c'est Data qui prend la situation, mais ça revient à dire que quand elle est en situation de malaise ou qu'elle a besoin d'être forte, c'est Data qui apparaît. Ça fonctionne bien, ouais. Donc Roland a toujours une impression bizarre du passage de porte avec Odetta, et c'est Eddie qui met les mots dessus. Il a eu l'impression de se voir en dedans, retourner comme un grand. C'est ce qui est arrivé à Data/Odetta, elles se sont vues pas comme dans un miroir, mais comme à travers une vitre, et si elles s'ignoraient avant, elles ne peuvent que faire semblant de ne pas avoir confiance de l'autre, puisqu'elles se sont vues, et ça leur a fait peur. Et ça, on l'avait déjà un petit... à l'épisode précédent, on a dit, vous verrez, l'épisode suivant, on comprendra qu'en fait, elles se sont vues et que là, elles savent que l'autre existe, quoi. Oui, et puis là, King nous livre un peu la solution du fin du bouquin, quoi, en disant, c'est comme ça qu'il faut la sauver, c'est en la mettant face à ses évidences, en fait, puisque c'est ce qu'il va faire. Et mais c'est marrant, à ma première lecture, j'avais pas du tout relevé ce passage. De toute façon, c'est tellement le passage qui m'a saoulé de ouf. Là, même en relisant ces 2 chapitres, j'en avais vraiment marre. Je les aime pas du tout. Je les trouve inintéressants. C'est bon, je suis désolé. Du coup, fallait que je le dise. Mais du coup, même en les relisant là, je trouvais des trucs intéressants. Mais en vrai, je m'en serais vraiment passé de les relire. Et je suis content que ce soit passé parce que tout le reste jusqu'à la fin, ce sera génial. Mais du coup, je m'en souvenais pas du tout ce côté retourner comme un gant, se voir à travers en fait, j'arrive même pas à saisir. J'arrive pas à l'imaginer bien correctement. Je comprends le concept, mais la façon dont c'est décrit, mon cerveau, il dit non. En fait, c'est pas se voir dans un miroir, parce que c'est ce que Eddie dit. Il y a pas cette notion de voir. C'est pire que ça. C'est vraiment se voir agir en dehors de son propre corps, comme si son propre corps était un étranger à soi-même, en fait. Et je pense que c'est l'effet c'est toute ta vie, tu n'as jamais connu une caméra. Et qu'on te filme demain et que tu te vois à l'écran, c'est un peu l'effet que ça doit donner, quoi. Qui est cette personne, c'est un peu comme les chats ou les trucs qui se voient dans un miroir d'un coup en disant qu'est-ce que c'est que cette personne, quoi, tu vois. Un peu cet effet-là. Et j'arrive pas à le conscientiser correctement en disant j'ai l'impression de comprendre, mais j'arrive pas à le sentir, en fait.
C'est marrant que ce soit ton passage le plus laborieux, au moins de la tour, au moins jusque-là, parce que je pense que ce chapitre-là et le rebrassage, j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, mais de ce que j'en sais, de ce que je connais de l'histoire, pour moi, c'est du copier-coller du Seigneur des Anneaux. En fait, on a un perso principal qui doit accomplir une quête et qui sait qu'il devra sûrement arriver à la tour tout seul, et il est très malade. Genre, il y a Frodo, il y a un moment donné, il est malade, machin, il est un peu possédé par l'anneau, il va pas très bien. Avec le mec qui l'aide, c'est un mec loyal qui a envie d'être là, et à la fois il a pas tout à fait envie d'être là, et il est pas... Ouais, c'est pas Sam non plus. Il sert, mais il sert pas... Oui, parce que Sam, s'il était à son 19e cycle, peut-être que il s'en sortirait mieux. Mais ça qu'il... Oui, mais à ce moment-là, dans le cycle de dans la trilogie de l'anneau, ils sont pas deux, ils sont ils sont 5, parce qu'il y a les autres hobbits, il y a Aragorn. Au moment où Frodo est pas bien? Ouais. Oui. C'est au tout début. Oui, ils sont ensemble dès le départ. Hein. Les hobbits sont ensemble dès le départ. Ok, quasiment. je dis pas que c'est copié à 100%, je dis que pour moi on a des patterns qui sont identiques. C'est sûr. Et on a quand même, surtout à la fin du rebrassage, on a dans l'ombre une espèce de Gollum bipolaire, une espèce j'avais noté une Data HPI qui les observe pour le cœur marmonnant des insanités à elle-même, quoi. Et moi, c'est en lisant Data qui les regarde en train de discuter devant la porte, on y reviendra tout à l'heure, que je me suis dit, mais c'est Gollum, c'est exactement Gollum. Et en relisant le résumé, je me suis dit, on a quand même un héros qui est malade, qui est accompagné, mais qui sait qu'en même temps, sa quête, il va certainement devoir l'accomplir tout seul, avec des compagnons qui sont doués, mais pas trop au début, et qui sont parfois peut-être un peu plus des boulets, notamment là, Eddie, dans ce chapitre-là. Et après, évidemment, on a des différences, on a beaucoup de différences, surtout que une des grosses différences, c'est que Frodo, il sait pourquoi il fait sa quête, et Roland, il sait pas trop pourquoi. C'est juste qu'il doit aller à la tour, qu'il va la sauver en chemin, mais quand il la sauve, il a pas besoin d'y aller. Et que Roland n'en doute pas une seule fois de sa force, mais que Frodo, c'est plus un personnage auquel on s'identifie, quoi. Pour moi. On s'attache plus à Frodo qu'à Roland, ça c'est sûr. Oh, je suis pas sûr. Pas pour ma part, en tout cas. Okay. Je n'avais jamais été attaché à Frodon, de jamais ever, je pense. C'est un personnage que je trouve insipide as fuck. Il y a des passages où il est intéressant, mais en vrai, c'est pas un personnage que t'as envie, moi que j'ai envie d'aimer. Cependant, j'ai jamais dit qu'il y a des passages dans le Seigneur des Anneaux que j'ai pas trouvé chiant as fuck. Ah oui, bien sûr. Et il y en a beaucoup. Il y en a un paquet, surtout dans le premier, surtout dans le tout premier. Hein. Mais après, c'est pas le jeu des 7 différences, mais il y a pas mal de choses. Mais effectivement, d'ailleurs, je crois qu'on le lit dans l'épisode préférant, qu'effectivement, Data a ses Gollum à 100% dans son comportement, sa violence, sa haine, tout ça. Je sais plus si on l'a dit, mais il me semble qu'on l'a. Ou alors je l'avais ou je l'ai peut-être noté là, je sais pas. Excusez-moi. C'est peut-être dans mes. On l'a pas dit à l'épisode précédent, non. En tout cas, oui, c'était clair dans mon esprit. Je suis quasi sûr que je l'ai noté, alors du coup, je l'avais noté. Tu t'as perdu, t'as trop de notes. Je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, effectivement, c'est complètement inspiré. En fait, c'est pas tant les personnages que je trouve chiants. Là, c'est juste le passage de ce double chapitre c'est long parce qu'ils sont sur une putain de plage à tirer un putain de fauteuil, en fait. Et c'est volontaire dans la narration et dans l'écriture de King de dire c'est un passage qui est chiant, donc vous allez en chier avec les personnages et vous allez souffrir avec eux parce que chaque ligne va être longue à vous me dire comment cette putain de roue s'est bloquée dans un putain de trou que personne n'a vu sur cette putain de plage. Mais ça c'est un truc classique chez King. Il y a de nombreux romans où il y a des passages comme ça qui sont longs, qui sont chiants, et ça correspond tout systématiquement à un truc qui est en train de vivre le protagoniste de l'histoire et qui en chie, et donc il te fait complètement classique chez les auteurs de dire à un moment faut que tu fasses la traversée du désert avec le truc et comment mieux te la résumer que de faire des descriptions qui sont chiantes. Je suis complètement d'accord avec ça. J'ai juste que moi ça me saoule. Mais du coup, à la relecture, c'est clair que c'est. Oui, voilà. Mais c'est vraiment le passage que je redoutais le plus, et à la fois que je voulais vraiment relire en mode, je suis curieux de me dire s'il faut, avec la connaissance du cycle, ça allait être super intéressant. Pas tant. Mais il y a des passages super cool, vraiment. Mais du coup, c'était juste pour moi l'occasion de relever. On sait que Le Seigneur des Anneaux est une source d'inspiration de King, notamment pour La Tour Sombre, et de toujours se poser la question de
quelle est la part de conscient quand il fait ce genre de truc qui pour moi est on retrouve après évidemment il a rien inventé et celui qui a fait le Seigneur des Anneaux avait peut-être sans doute rien inventé non plus dans ce style-là, mais de retrouver les mêmes patterns en fait dans les deux. Bien sûr. Donc sur ce, Roland se couche, Eddie veille, mais le pistolero c'est qu'il va devoir veiller aussi. Eddie dort, Data aussi, Roland éveillé se dit qu'il va devoir provoquer un affrontement entre les deux personnalités. Si c'est Data qui gagne la part d'ombre versus la part de lumière, il se dit, alors tout sera perdu. Mais Roland se dit bien qu'en fait, il n'a pas besoin d'une partie plus que l'autre, il a besoin d'un mélange des deux parties, il a besoin d'un morceau de chacune des personnalités. Oui, il veut qu'elle fusionne. Ouais, c'est ça, il veut une fusion, il veut pas en récupérer que au Data ou que Data. Il dit même qu'il veut qu'elle soit sous contrôle, parce qu'il a besoin de sa pugnacité, cette tenace énergie tempérée par l'humanité d'Odetta. C'est ça, un mélange des deux. C'est marrant, sur le même, je pense qu'on a relevé vraiment le même passage sur sur le passage 7, je crois. Vraiment, c'est exactement ce qu'il fallait retenir, je trouve, de tout ce truc. C'est super intéressant, quoi. Oui, parce que c'est exactement ce que tu dis, il se passe pas non plus 1 milliard de choses, en réalité. Donc ça, c'est clé. Ouais. Je crois que les 3 passages suivants, j'ai noté, départ du calvaire, passage suivant, le calvaire continue, passage suivant, oh là là, c'est bientôt la fin. Alors c'est d'autant plus clé pour un truc que j'ai relevé plus tard, ce sera sur la fin du brassage, qui est que jusque-là, on pense que la 3e porte, c'est la mort, mais que la mort, en tarot, ça correspond au changement. Et donc, là, ce qu'on est déjà en train de nous dire, c'est que il faut pas qu'une des deux meure, il faut juste qu'elle change pour faire une 3e entité qui sera du coup Susanna. Ouais, ça marche. Alors, en vrai, parce que j'étais en train de dire, la 3e carte meurt, en fait. Et du coup, c'est lié à la mort, dans le fait. Il dit la mort, mais pas pour toi, parce que c'est morte qui meurt, lol. Et du coup, je trouvais ça intéressant, le fait de dire, il tire la mort, mais pour quelqu'un qui doit mourir, du coup, c'est la 3e carte qui va mourir elle-même, en fait. Pour ramener la carte dont tu as besoin. Et je trouvais ça intéressant. Oui, du coup, les deux fonctionnent. On notera le manque d'effort et de subtilité dans le nom du prochain. Ouais, on en avait parlé déjà, on a théorisé longtemps là-dessus au début. Sur le nom de Morte. Sur Morte, ouais. Mais comment faire prendre conscience de l'une à l'autre pour provoquer la confrontation? Le pistolero fiévreux n'en a pas la moindre idée, et ce n'est pas à cet épisode qu'on le découvrira. Moi, je m'en souviens plus, hein. J'ai pas du tout avancé dans la lecture de la suite. S'il y a un truc que je retiens des 3 cartes, c'est vraiment ce passage de Data qui vient Susanna, quoi. Ouais. Pour moi, il était magique, quoi. C'était incroyable. J'ai hâte. J'ai hâte du passage de Morte, parce que vraiment, tout ce passage, il est ouf par rapport à tout le bouquin. Ça sera pas ce soir. Patience. Je suis prêt aussi à faire. Les 2 hommes se réveillent avant la Dame d'Ombre et guettent laquelle des deux se réveillera ligoté dans le fauteuil. Aux premières lueurs du jour, c'est Data Walker qui se réveille. Non sans sarcasme, ils se mettent en route pour la porte 3, poussant Data dans le fauteuil qui tente de se débattre, mais pas longtemps, puisque plus elle bouge, plus les nœuds du pistolero se resserrent. Et c'est rigolo de se dire qu'à ce moment-là, Eddie, c'est celui qui pousse le fauteuil, donc il est le pousseur, parce qu'il faut un pousseur pour arriver à la porte. Et c'est une annonce un peu méta de l'arrivée de la porte 3, qu'il faut il faut un pousseur pour aller jusqu'à la porte, le pousseur. Sauf qu'on sait pas encore... Je l'avais pas. On sait pas encore à ce moment-là que c'est la porte le pousseur, mais du coup, ça annonce, quoi. Il y a des fois, une fois que tu le sais, mais là, tu vois, je l'ai relu, je l'ai fini il y a pas longtemps, et c'est même pas ça l'esprit. Des fois, il y a des gros clignotants comme ça, juste sous tes yeux, et tu les vois pas. Tu sais, c'est comme quand tu mets des post-it sur ton frigo, tu les vois plus, ils sont là, tu les vois plus. Donc, sans surprise, pousser un fauteuil dans le sable, c'est l'enfer. Eddie pousse seul, il refuse l'aide du pistolero qui va visiblement de plus en plus mal. Et surtout, il pousse... il est même pas seul, c'est qu'il est déséquilibré parce que Data fait tout son possible pour le foutre dans la merde. Et elle l'avait prévenu avant, sans lui dire ce qu'elle allait faire, mais elle l'avait prévenu juste avant qu'il démarre. Ouais. Tu verras bien, vous t'avanceras pas aussi que tu le crois. Heureusement, Data ne bouge pas, mais elle fatigue quand même psychologiquement. Elle est vicieuse et ne s'arrête même pas de ricaner quand le fauteuil, bloqué par du sable, bascule et qu'elle bascule avec. Les cordes se resserrent et son front s'ouvrant. Elle tente de mordre sauvagement Roland quand il veut lui essuyer le sang, mais il décèle de la peur au fond de son regard. Et on nous le rappelle, on le disait tout à l'heure, que le fauteuil est d'époque, il pèse dans les 60 kilos. C'est énorme, 60 kilos. Il pèse plus lourd que Data, quoi. Oui. Ouais, probablement, ouais. Oui. Il s'avère finalement que Data a réussi à dégager suffisamment sa main droite pour elle-même actionner le frein et se faire tomber dans l'unique but de les ralentir.
D'état desserré, Roland pâle, ils se remettent en route. Petit détail sur Eddie est un connard, ça arrive. T'as quand même une citation, justement, il commence à en avoir un peu marre, plein le cul de pousser d'état. Il dit après toutes ces années où tu as porté ta guenon, voilà qu'ils t'en font pousser une. Pas ouf, Eddie. Vraiment pas ouf. Pousser ta guenon. La guenon sur l'épaule, c'est le singe sur l'épaule, c'est la drogue. Bien joué, bien joué. Oui, il compare. Et la guenon, on va dire que c'est pas une façon très sympathique. Oui, non, c'est très raciste. Tout à fait. Eddie concède à Roland de pousser 1 heure, mais il est obligé de l'aider à la 2e plaque de sable boueux, le pistolero étant de plus en plus diminué. D'état continuant d'essayer de faire basculer le fauteuil, Eddie combattant la pulsion de l'étrangler, et on le comprend. Et en vrai, c'est vraiment ce que tu disais, de tout ça, ça sert à montrer l'épuisement progressif physique et psychologique de tous les personnages. Bien sûr. Et juste. Et ça vient. Ça serait réglé en une demi-page, il y aurait pas le même enjeu à la fin. Mais tu viens de résumer en 4 phrases 6 pages, oui, je crois. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vite, mais parce que j'ai pas trouvé grand-chose d'essentiel à dire. Bah et oui, que... il y avait rien là. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, le fait que là, on les sente galérer dans le sable, le moindre poussée, machin et tout, ça met en exergue le fait que quand Odetta sera poussée, il le dit, je crois, en disant, là, ça vole. L'impression elle l'aide, elle lui dit à gauche, à droite et tout, j'ai l'impression que c'est Cars, quoi. Les mecs, ils sont comme lui. Et du coup, ça met vachement en avant le fait de dire, en vrai, si on est aidé dans la vie, entre guillemets, on avance vachement plus vite à deux. Donc elle refuse aussi de manger, s'étant construit le souvenir qu'ils avaient essayé de l'empoisonner la veille au soir avec de la viande en putréfaction, alors que Roland rêve d'une bière bien fraîche. À l'écart, les hommes discutent et pour Eddie, la façon de parler de Detta ne correspond à rien de réel. Elle s'est inventée un accent, un truc exagéré et plein de clichés qui fait forcer. Et il fait forcer parce qu'elle n'a pas conscience de jouer ce rôle avec ce faux accent. C'est marrant que Detta soit une forme de parodie d'elle-même. C'est ça. En fait, ça a un côté presque rassurant quand tu le lis, en disant, je sais pas comment expliquer ça, en disant ça peut pas être elle en fait, ça peut pas être elle le pistolero que Roland cherche, ça peut pas être le personnage principal, ça peut pas se finir avec elle parce que c'est une parodie en fait, elle n'existe pas vraiment en fait. Et je trouve ça intéressant. Detta, c'est une parodie d'elle-même ou c'est une parodie de Odetta? Non, c'est une parodie d'elle-même. C'est une parodie d'elle-même, dans le sens si un personnage était aussi méchant vraiment dans la vie, elle le parodie quoi, c'est tu vois. Ouais, elle surjoue. Ouais. Sur cette constatation, Eddie et son ami chancelant se remettent en route. Roland finit par tirer sur une monstruosité la dernière cartouche qu'il sait viable au début d'un soir qui ressemble à tous les autres. Il est inquiet par son état, par le fait qu'il n'avance pas, par l'état d'Eddie qui n'est pas encore malade mais qui pourrait bientôt l'être, vu sa fatigue et les marques de malnutrition qui commencent à naître. Alors on note parce qu'on l'avait déjà dit, je crois, au tout début des 3 cartes, le pistolero sans balle, c'est plus un pistolero. Sans pistolet qui ne peut plus tirer, c'est plus un pistolero. Et là, on arrive à cet effet-là. En tout cas, c'est à acter comme tel, parce que c'est pas vraiment le cas. En fait, on arrive à une incertitude, parce qu'il leur reste des balles, mais peuvent ne pas partir. Le fait d'avoir tiré la dernière couche et cartouche fiable, c'est intéressant ce côté de tout est remis dans les mains du cas à ce moment-là. En fait, je trouve que c'est comme la dernière le dernier tronçon de route. Après, t'as vraiment le désert. T'es en mode ok, je sais plus du tout où on peut aller. En fait, c'est vraiment du hasard, quoi. Eddie lui est inquiet de la distance qu'il reste à parcourir, mais le pistolero désespéré réussit à le rassurer un petit peu. Il n'est pas désespéré, Roland. Non. Il est déterminé. Il est déterminé et il se connaît très très bien. Il sait qu'il n'est pas encore au bout en fait, donc il est. C'est ça. Il est confiant. Quand il répond à Eddie qui continueront autant qu'il le faudra, tu fais. Lui, il en est sûr, et même Eddie, quand il entend ça, il fait. Je pense que pour qu'il ait laissé Detta tirer sur Eddie, c'est qu'il a une confiance, il fait confiance au cas comme personne. Et en même temps, si c'était pas le cas CAS, il en serait pas là, il serait pas à ce pistolero là, quoi. S'il réussissait pas à se dire, ok, j'ai pas le pouvoir de décider, et je vais suivre le chemin qu'on me trace, quoi. Mais finalement, cette nuit ne ressemble pas aux précédentes. Detta commence à hurler sans raison dès que l'un d'eux dort, pour les empêcher de se reposer, et ça l'amuse. La teigne. Ouais, l'enfer. La privation de sommeil, l'enfer. Ouais, oui, je sais, ouais. Oui, tes enfants, ils font ça aussi, ils hurlent la nuit. Des fois. Ouais. Non, ça fait longtemps. Ça fait... Mais au deuxième cri, Roland fonce sur Detta pour mettre un genou à terre et d'une voix douce tenter de parler à Odetta.
Et c'est là où je vais faire appel à Zéphiriel avec sa VO, parce que du coup, nous, en VF, on nous dit qu'il la voit, et donc c'est comme ça qu'on sait qu'il parle à Odetta, et que Detta elle-même, elle se demande pourquoi il la voit. Mais en anglais, il n'y a pas de tutoiement-vouvoiement. Donc en anglais, quelle est la parade Pardon, du coup je te l'ai écrit, mais je sais plus. C'est le passage 13. Oui, pardon, je l'avais noté, je l'avais marqué en plus. Bon, en attendant, il passe quand même de ta gueule salope à si vous m'entendez et si vous avez quelques contrôles sur elle. Oui, c'est ça, ouais. Oui, je pense que c'est juste un switch de registre. Oui. C'est même pas tant un switch de registre, mais en fait quand tu le lis en anglais, tu comprends qu'effectivement il y a un aspect plus calme dans la façon dont il s'applique à lui parler. En fait, il y a Odetta, his voice was a whisper, donc t'as tout de suite le fait de dire il lui parle calmement. Et en fait, le paragraphe, il est assez clair pour te dire qu'en fait, je suis même pas sûr qu'il la vouvoie vraiment en anglais. En fait, il y a pas de phrase spécifique ou de tournure de phrase qui indique ça. Il est juste plus poli et plus posé. Tu vois, même dans le parler qu'il aurait pu avoir en termes de pistolero ou de ancienne civilisation, il n'y a pas le zou qui fait office de vouvoiement sur les seigneurs comme ça qu'on pourrait retrouver. Il y a juste pas ça. C'est vraiment, il lui parle vraiment classique comme il pourrait parler à Eddie, de mon sens, mais je suis pas un tueur en anglais non plus, quoi. Enfin, grammaticalement, je te Tu sens que le traducteur a eu besoin d'une manière de montrer cette différence de registre qu'il n'arrivait pas à traduire juste avec le mot et le vocabulaire, peut-être. Ouais, je trouve que c'est un bon effet de traduction, en fait. Enfin, moi, je trouve ça. Je pense que je l'aurais lu en anglais, j'aurais pas compris la différence de ton qu'il veut donner, ou je l'aurais implicitement compris, mais en français, je trouve que ça met son calme, ça calme tout de suite la dose. Et tu disais qu'elle faisait référence au fait de dire pourquoi il me voit, c'est ça? Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Je vous épargne l'accent. Oui. Ah oui, il me parlait comme ça. Oui, en fait, c'est exactement la même phrase. Oui. Ok. C'est ton. Why you talking? Putain. Why you talking at me that way? C'est super dur à dire. C'est vraiment DAT, tu vois. C'est vraiment de l'accent. Il y a même pas le G à talking. C'est intéressant. Mais du coup, je trouve ça fort. La traduction, pour le coup, elle est bien faite parce qu'elle te montre vraiment les deux cas de comment il veut lui parler, et ça marque la jonction, enfin, du coup, la différence de discours. Oui, du coup, c'est moi qui ai interprété qu'elle demandait pourquoi il la vouvoie, et en fait, c'est pas tout à fait ce qu'elle demande. Mais ouais, c'est marrant. Mais tu vois, c'est que ça marche. Oui, c'est que ça marche. C'est que du coup, la trad, elle fonctionne bien, en fait. Ouais, complètement. C'est bitch aussi, ouais, donc ça marche, c'est bien ça. Cette salope, quand il dit cette salope n'en a rien à faire, c'est bien cette bitch. Ça, c'est vraiment, ça passe super bien, je trouve. Donc il parle à Odetta, il pense qu'elle entend et peut exercer une sorte de contrôle, et lui demande d'empêcher Detta de les réveiller une troisième fois. Et j'ai vraiment l'impression de voir Susanna derrière les commandes avec Mia. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, et ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est quand il parle à Odetta, on sent la peur, on sent que Detta elle a peur en fait, et il lui dit clairement que elle cherche un peu à se faire tuer, mais surtout elle cherche sa mort à elle, Odetta. C'est là aussi où pour la première fois il nous reparle du fait que elles se connaissent, enfin elles savent que sont l'une et l'autre dans le même corps, et qu'il y a Detta qui veut se débarrasser d'Odetta. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'aime bien ce passage sur la fin, parce que t'as vraiment le discours qui se pose t'as le discours qui se fait en mode justement elle sent trop chez elle, il se peut donc que vous puissiez m'entendre, blablabla. Et en fait à la fin t'as l'impression qu'il fait des pauses entre chaque phrase, et je trouve que c'est assez bien représenté dans le bouquin. C'est empêchez-la de se réveiller une troisième fois au départ, point, à la ligne, on rouvre les guillemets, je ne tiens pas du tout à la bâillonner, point, à la ligne, on rouvre les guillemets, mais si j'y suis contraint, je le ferai. Et il y a vraiment le côté de... Tu sens... Moi, je sentais son discours en mode « Fais-le, sinon, ça va mal se passer. » Et c'est assez... je trouve que c'est assez posé comme structure de phrase. En fait, je trouve ça assez marrant. Et donc, Detta ne criera plus cette nuit-là, mais ce sera toujours bien elle qu'ils retrouveront dans le fauteuil à leur réveil. La journée est éreintante, ils n'avancent pas, le fauteuil bascule 2 fois, la deuxième manquant de tuer Detta de peu, cette dernière ne s'arrêtant pas une seule seconde de ricaner. À noter que la phrase est « Ils couvrirent une lieue ce jour-là ».
point mathématique, une lieue est égale à 4,828 km. Voilà, c'est juste pour le dire. Parce que je t'ai revenu sur la fois d'avant, sur les je sais plus quelle mesure. Ça fait pas 19. Non, j'étais en train de compter, ça fait 22. Écoute, voilà, on a les travers qu'on a. oui, bien sûr. On assume. À la fin de la journée, Roland explique à Eddie qu'il va devoir tuer les homards monstruosités à coups de pierre. Lui est incapable de viser et explique son état par le cas. Et en fait, il est dans un tel état qu'il rit même à le caca d'Eddie. Ça, c'est un bon indicateur de... Il va vraiment pas bien du tout. Eddie réussit à tuer un homard et Detta refuse toujours de manger. Pas de cri la nuit suivante, mais au matin, c'est encore elle. Et c'est exactement, là on est sur le point 16, c'est exactement ce qui est marqué dans le point 16. Juste ça. Ouais. Pas de cri cette nuit-là, mais au matin. C'est incroyable de l'avoir noté juste sur cette phrase, c'est vraiment le désespoir intense, quoi. Oui. C'est encore elle. Ce que je suis en train de me dire, c'est que vraiment, on dit, ils espéraient, et en fait non. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Detta ne tente plus de basculer le fauteuil. Entre l'état d'Eddie, celui de Roland et le terrain défavorable qui commence à se transformer mais qui reste impraticable, elle s'est peut-être résignée, ou elle commence elle aussi à décliner, rappelons qu'elle ne se nourrit pas. La plage touche à sa fin, les collines arrivent, Eddie voit du terrain plat et s'inquiète alors qu'il entend dans les reliefs désolés des cris d'animaux sauvages. Il est aussi inquiet de la progression de l'infection de Roland. Il s'inquiète qu'il n'y ait pas d'autre porte, il s'inquiète qu'Odetta soit morte. Cette nuit-là, Eddie est réveillé par Detta, qui pense que Roland est mort. Il ne l'est pas, mais c'est tout comme. Il rappelle à Eddie les boxeurs roués de coups à terre, alors que les spectateurs et son frère avec lui devant la TV crient pour qu'il continue à être tabassé et que lui prie silencieusement pour que ça s'arrête. Je trouve ça marrant sur le... T'es loin d'être la première à avoir cru ça, ce que dit Roland. Et en fait, j'avais... Je sais pas si on a parlé des sœurs d'Eluria, mais en fait, du coup, je pensais fort à ce passage-là, en fait, parce que le passage des petites sœurs d'Eluria, en fait, c'est Roland qui a allongé 80% du bouquin en train de crever. Je trouvais ça marrant, ce passage. Moi, j'ai bien aimé la façon dont t'es décrit Roland quand il se relève complètement défoncé de fatigue, de la maladie. Et Eddie qui s'imagine un homme en train de gravir une échelle invisible. T'as vraiment la difficulté, vraiment, il y va étape par étape. Tu sens que c'est dur, extrêmement dur pour lui. Mais comme c'est Roland l'inflexible... il va y arriver. Ça lui prendra le temps que ça lui prendra, mais il va y arriver. Et c'est lui qui, en plus, encore une fois, donne le signal du départ. C'est pas Eddie qui prend les devants, c'est reste Roland qui mène la danse. Oui, parce qu'effectivement, il se relève et il se met en route vers une nouvelle journée de marche. En milieu de matinée, Detta montre les premiers signes d'un mal de tête. Elle se sent mal, elle pense qu'elle va vomir et dans un spasme, hurle sans accent « C'est moi qui ai cassé le plat de ta vieille conne de tante bleue. » Puis plus rien. Quand elle rouvre les yeux, c'est Odetta qui est là et Roland s'évanouit. Et moi, à ce moment, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était en train de nous dire que toute la force qui lui restait, elle était concentrée sur le fait de surveiller Detta et que maintenant qu'il n'y a pas Detta, il lâche. Se relâche. Il lâche et il sombre. Il se dit ok, c'est bon, le plus gros danger, la plus grosse menace, elle est écartée pour l'instant, je lâche tout. Tu disais sans accent, mais il y a encore l'accent sur la deuxième phrase qu'elle prononce. Oh, ok. C'est ouais, c'est moi, je l'ai cassé, je suis toujours vachement contente et elle s'arrête là. Ok. Il y a toujours un tout petit peu l'accent. Ouais. Mais c'est effectivement, c'est marrant que elle se parle à elle-même, en fait. Oui. Elle parle à Detta parle à Odetta et elle se bat pour revenir, en fait. Oui, on a l'impression qu'il y a un combat interne et que en fait elle lui dit on sait pas ce qu'Odetta lui dit, mais Detta lui répond, mais il lui répond à voix haute, du coup, pour l'empêcher de venir. Et donc le chapitre se termine avec un bout de carte de tarot brûlé, les amoureuses. Les amoureuses. Ouais, les amoureuses. Il y a une faute. C'est qu'est-ce que j'ai dit. Les amoureuses, ouais. En VO et VF, c'est la même, c'est marrant. Et j'ai cherché, il n'y a aucune ref. Enfin, j'ai pas trouvé de ref sur les internets multimédia là-dessus, donc je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Le chapitre suivant, c'est Rebrassage, qui, du coup, de façon très surprenante, ne ressemble pas du tout au brassage qu'on a eu pour la première partie. C'est juste, ça pourrait être un chapitre 5, Eddie galère sur la plage, ça serait la même chose, quoi. Je suis pas étonné qu'il ressemble pas, en vrai, parce que on a vraiment une histoire différente avec, une construction de chapitres différente entre Eddie et Detta Odetta. Parce que l'un se passait dans le monde d'Eddie, l'autre se passe sur la plage quand Odetta, il y a toutes ces différences-là, et du coup je suis pas étonné que le rebrassage il l'ait voulu différemment aussi là-dessus pour montrer qu'il faisait pas la même structure, c'est marrant.
Du coup, c'est pour ça que c'est moi qui résume. C'est possible. Donc, avec Odetta qui... J'avoue. Expliquons que tu me l'as demandé, j'ai fait non, si tu veux le faire, ça me va. Oui, alors qu'en plus, je te l'ai demandé, j'avais quasiment fini le résumé, tu vois, parce que j'ai à peine fait attention, du coup, c'était rebrassage et ça continuait de façon tellement fluide que je l'ai fait naturellement. Oui, complètement, ouais. Je pas voulu. Tu vois, j'ai tellement aimé ça que j'ai pas voulu le faire. Par contre, sur le titre, je trouve ça assez intéressant, le rebrassage. En termes de jeu de cartes, je veux dire, si on fait un jeu ensemble autour de la table, si on rebrasse les cartes, c'est qu'on vient de finir la partie et qu'on donne la main au joueur suivant. Parce que quand tu joues à la belote ou au tarot, tu passes la main, tu passes la distribution des cartes, tu la passes à côté pour le premier joueur en tout cas. Et du coup, c'est intéressant parce que là, c'est le rebrassage, c'est ce qui donne la main à Eddie sur la suite, parce que c'est lui du coup qui va devoir gérer la fin de ce passage-là. C'est le seul qui est debout. Du coup, qui est rebrassage, c'est un peu comme si Roland passait la main à Eddie pour la suite en mode je peux pas gérer en fait. Et sur l'effet jeu de cartes et passer au joueur suivant, ça a fait sens pour moi en fait. Avec Odetta qui pousse sur les roues, c'est bien plus facile d'avancer. On comprend qu'ils avancent sans Roland, resté en arrière trop fatigué. Il a rappelé à Eddie qu'il doit rester sur ses gardes. Detta le tuera à la première occasion quand elle reviendra. Et c'est pas si elle reviendra, c'est quand elle reviendra. Pour Eddie, leur seule chance de s'en sortir est le fauteuil. Ils sont 3 ici, dont 2 infirmes. Si Roland meurt, ils resteront bloqués dans ce monde. Le fauteuil permettra à Eddie de les emmener tous les deux à la 3e porte. C'est quand même fou le cas, quoi. Qui pense à ce fauteuil-là au bon moment. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que s'ils avaient pas pioché une infirme, au final, en fait, il peut pas porter Roland, il est pas assez fort pour ça. Il l'aurait pas traîné non plus. Après, bon, s'ils piochent pas le fauteuil, ils peuvent aussi piocher du Keflex, quoi, tu vois. Au pire. Les antibiotiques, c'est bien aussi. Oui. C'est pas automatique, mais des fois. Mais ça aurait pas forgé l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Ça aurait pas rapproché autant dans la douleur. Oui, parce que l'apprentissage de corde, c'est ça. Hein. On se soude dans l'adversité, hein, dans l'idée. Donc ça fait partie de l'apprentissage de corde. Il y a un ennemi commun, c'est Cort. Avant de laisser Roland, Eddie a quand même pris le temps de le mettre à l'ombre, le pistolero le pressant d'aller donner à manger à Odetta et de ne surtout rien dire sur l'autre. Eddie obéit et effectivement très amoureux d'elle. Elle trouve Roland difficile à aimer, mais contre sa propre attente, elle aime bien le homard. Durant ce qui a été la présence d'Odetta, elle pense qu'elle a essayé de manger ce crustacé, mais qu'elle vomissait à chaque fois. Même si elle l'aide beaucoup, Eddie est évidemment épuisé, et sous l'insistance d'Odetta, il dort 1 heure. Pas de trace de Detta à l'horizon. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, on est au passage 3, King, il a tenté un faux suspense de et si elle switchait quand il dort, mais a priori, il aurait vu les signes de la migraine arriver, donc même nous, on n'y croyait pas. Ouais. Retour en arrière quand Eddie va parler à Roland qu'il vient de mettre à l'ombre, et pendant qu'Odetta mange son premier repas depuis des jours. Le pistolero lui dit d'aller à la porte et lui donne un revolver avec ce qui semble être des cartouches peut-être fiables pour qu'il mange en chemin. Et pour se défendre aussi, pas contre le chat sauvage qu'ils entendent la nuit, mais contre Detta. Et moi je me dis, vu la gueule des homards dans ce monde-là, je pense qu'il y a beaucoup à craindre des chats sauvages. Parce que quand tu compares clairement, j'aurais pas confiance dans cette déclaration. Oui, non, mais c'est clair. Je pense que la moindre puce, t'en as peur. Quoi. Oui, de ouf. Et donc oui, que c'est plus pour se défendre contre Detta et pas contre les animaux. J'aime beaucoup le passage où Eddie prend l'arme avec respect, surpris comme auparavant par son poids, le côté respect du passage de l'arme de l'un à l'autre, je trouve ça toujours assez bon. Il précise après, j'ai chargé ce revolver avec ce qui me semblait être les cartouches qui ont moins pris l'eau, 2 points. Les 3 étaient au-dessus de la boucle de chaque ceinture. On revient sur le chiffre 3, encore une fois, qui a une importance particulière sur ce passage, enfin sur ce bouquin. Je note Roland qui fait de l'humour, ça choque personne, tout va bien. Il a dit quoi déjà ? Si tu parles, quand Eddie dit, toi aussi tu l'as entendu, si tu parles de ce qui miaulait dans les collines, la réponse est oui, mais c'est non si tu penses à ce type aux yeux en boule de loto du genre de celui qui est en train d'imiter. Bon voilà, je place une petite phrase d'humour dans 2 trucs. J'ai entendu, et vraiment c'est entre... C'est la fièvre, c'est la fièvre. Ouais, il est bien, ouais. Non mais le passage c'est... Ouais, on parle du chat sauvage, ouais, je l'ai entendu. Du mec qui est en train de me regarder chelou, non, je l'ai pas entendu. Par contre, oui, effectivement, c'est un chat sauvage. C'est vraiment ça la phrase, c'est marrant. C'est en mode, je te place une petite vanne au passage.
il parle juste après. Je sais parce que t'as avancé un peu plus que ce que j'avais noté. Donc vas-y, rattrape. Non sans répugnance, Eddie Akissa, de toute façon, ces putains de cartouches allaient sans doute faire long feu. Juste point vocabulaire. Faire long feu, c'est un terme français qui dit, c'est un misfire en français, en anglais si j'ai pas de conneries. C'est quand faire long feu, ça vient de quand l'action traîne en longueur et que en fait c'est la poudre pour qu'elle fasse feu de la balle qui est à l'intérieur du canon. Elle doit s'enflammer rapidement et fortement pour provoquer ce qu'on appelle une explosion. Si ça traîne en longueur, c'est-à-dire si la poudre brûle petit à petit, en fait, il n'y a pas d'explosion parce que chimiquement, ça crée pas de choses. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle faire long feu, c'est que l'action prend du temps à arriver au bout. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui se passe sur la plage. Tu t'es senti concerné, là. Ouais, clairement. Et du coup, c'était juste pour l'expression parce que ça fait longtemps que j'ai long feu en tête en disant ça fait long feu, mais je savais pas d'où venait l'expression et j'ai pris le temps de la regarder, donc je voulais le partager avec vous. Et j'aime beaucoup le passage où Roland pète un câble quand il dit je vais peut-être lui laisser le revolver parce qu'en fait il y a un chat sauvage qui traîne et j'aime bien Roland qui pète un câble d'un coup, le peu d'énergie qu'il pouvait avoir dans lui, il devient Super Saiyan en mode t'es con ou t'es con, comment ça se passe? Hyper patience, ouais. Oui, parce qu'il lui dit qu'une fois à la porte, il faut la laisser là-bas en sécurité et revenir le chercher avec le fauteuil. Évidemment, il enterre vivante la proposition d'Eddie de laisser l'arme à Odetta pour qu'elle se défende. Trop dangereux si Odetta revient. Il n'aura qu'à lui laisser un tas de pierres s'il a besoin de se défendre. Laisse-lui des petits cailloux. S'il y a un gros chat, il aura peur des cailloux. C'est ça. Et Eddie n'a pas d'autre choix que suivre les conseils du dernier des salauds qui, depuis des années, trouve toujours des moyens pour s'en sortir. Intéressant. À ce moment, parce que ce côté dernier des salauds, en fait, le début du passage, c'est bon, tu pars où tu restes, mais arrête de me traiter de tous les noms, parce que Eddie vient d'insulter Roland en mode t'es un connard, je vais pas lui laisser 4 pierres pour se défendre. Et Eddie lui... non, pardon, c'est Roland qui dit ça. Et Eddie lui répond t'as oublié quelque chose, quoi? De me dire de grandir, c'est toujours ce que finissait par dire Henri, grandis un peu gamin. Et la réponse de Roland, elle est incroyable, parce qu'il n'est pas le grand frère, il lui dit juste je crois que ça s'est déjà fait, maintenant tu es grand, alors tu pars où tu restes. Et en vrai, il sourit en disant ça. En plus. Ouais, un petit sourire, un truc. Et en fait, c'est vraiment le côté je suis meilleur que ton grand frère. En fait, t'as pas compris que j'étais pas ton grand frère, je suis meilleur que lui. En fait, je suis un meilleur mentor que ce que t'as déjà eu. Et c'est vraiment le Eddie qui prend la conscience de ça. Et qui s'inquiète de Roland derrière en disant mais toi du coup qu'est-ce que tu vas manger? Il dit le dernier des salauds trouvera bien un moyen, ça fait des années que le dernier des salauds en trouve. Et Eddie vient s'en excuser de l'avoir traité comme ça en disant je suis navré de t'avoir appelé salaud comme ça Roland, mais cette journée c'est un vrai calvaire. Et en fait je trouve que leur échange il est trop cool en fait, tout ce passage là est incroyable sur on sait comment ça doit se passer, on sait que ça va fort, on sait qu'Eddie va pas respecter la moitié de ce qu'a dit Roland parce que c'est un idiot. Mais le fait que Roland prenne encore le temps de lui dire t'as grandi, t'es quelqu'un de meilleur que ce que t'étais avant, et moi je suis pas ton frère en fait, je suis ton compagnon de route. Je trouve ça, ça m'a attiré presque une petite larme à l'œil quoi. Ce petit passage maintenant que tu le dis, je note quelque chose et je suis pas sûr que ce soit vrai, mais il l'appelle Roland. Je crois que c'est une des premières fois que Eddie utilise son prénom comme ça ou pas loin. Il s'en sert jamais de son prénom. Ils se parlent entre eux comme ça, mais il utilise pas son prénom. Même pour quand il parle à Odetta, il parle de l'autre là, ou à Odetta il parle de l'autre, il parle du pistolero. Enfin, il parle de trucs. On n'entend pas si souvent que ça Roland dans la bouche des autres personnages, je trouve. C'est peut-être qu'une fausse impression que j'ai, mais. Je pense que c'est notable ici parce que là, il le dit un peu avec respect. T'as un peu ce côté il marque le moment où il dit je m'excuse Roland, donc t'as un côté fort de la phrase. Et je pense qu'il l'a déjà prononcé, je jurerais pas que c'est la première fois. Ouais, parce que quand il se moque de lui, il lui dit monsieur. Genre, monsieur reprendra bien de la bisque de homard, monsieur machin, monsieur truc. Mais ouais, cherche à voir, c'est possible. Donc... Il y a 506 fois le mot Roland dans le livre, je vais pas vérifier chaque fois. Non. S'il y a des personnes qui veulent le faire, j'enverrai des goodies Stephen King France. Vérifiez pour nous. Bon, attends, je vais le faire alors. Retour à Eddie et Odetta qui progressent vite, mais pas de porte en vue.
Elle en profite pour l'interroger sur Roland et il semble que son cerveau ait reconstitué les bouts manquants avec une image d'un Roland qui passe son temps à crier. Eddie est au bord de la dépression amoureuse, à se poser des questions sur son existence en regardant Odetta s'émerveiller devant une étoile dans le ciel. Franchement, là, Eddie, c'est le petit jeune, là. Oh, mon Dieu, mes hormones. Ah, elle est belle. Attendez, vous êtes sûr de tout le passage du truc? C'est un des meilleurs passages des 2 chapitres. Ouais, là. j'ai mis je passe vite, mais toute cette partie sert juste à montrer la dépendance affective qui se crée entre ces deux-là, surtout pour Eddie qui trouve une nouvelle personne à aider et à aimer une nouvelle drogue. Vous verriez la tronche de Zef, là. What? Oh, vous J'ai êtes vache. juste noté ça. Attendez. Moi, leur histoire ne touche pas. On va reprendre. Eddie qui chasse des homards sautés pour le couple, d'accord? Qui a failli se faire... King précise qu'il a failli se faire becter un doigt, mais que lui, ça lui arrive pas, parce qu'il a, pour reprendre la théorie de Emily au début de ce roman, de ce tome-là, n'a rien à sacrifier pour arriver à quelque part. Que je trouve ça plutôt cool que ce soit noté. Et ça allait plutôt dans le sens de la théorie. Ouais, c'est vrai. J'avais pas relevé, mais oui. Et le brillante étoile dans le ciel noir, je vais pas vous faire le passage, moi je le trouve absolument merveilleux. Mais juste, j'ai pas de rêve sur cette chanson de brillante étoile dans le ciel noir, mais en VO, c'est une berceuse qu'ils chantent tous les deux. Starlight, Starbright, First Star I See Tonight, I Wish I May, I Wish I Might, I've this wish, I wish tonight. Star bright, first star I see tonight. Wish I may, wish I might, have the wish I wish tonight. Et je trouvais ça assez mignon, en vrai, qu'ils sortent une petite berceuse tous les deux. On dirait du Elton John. On dirait du Elton John. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. J'ai noté quoi et donc du coup c'est pour ça qu'ils amènent à exaucer le souhait à la fin de ce passage là parce que ça parle effectivement d'exaucer un souhait. Si je dois mourir dans cet étrange endroit, que ce ne soit pas trop dur et que ce bon jeune homme soit à mes côtés. Putain, c'est fort quand même. Elle-même, elle tombe amoureuse de lui. Enfin, c'est vraiment en place du Disney, en plein milieu de la tour sombre là. Oui, c'est sûr. Surtout si tu prends le passage qui termine ce chapitre 6 là, enfin pas ce chapitre, ce passage 6. Plus tard, sous le lent menuet des galaxies insolites, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, partageant le sentiment de n'avoir jamais vécu l'acte d'amour avec une telle douceur, une telle plénitude. Arrête ce putain de mot. Non, mais j'avoue. Amy, elle est en train de mourir. Arrêtez, c'est lourd. Moi, la guimauve, j'aime pas ça, la guimauve. C'est moi aussi. Disney de ouf là. Moi, j'aime bien ce passage-là. Effectivement, ça fait une grosse différence avec tout le reste, toute l'ambiance à côté, quoi. Non, mais t'aimes pas l'amour, Amy, c'est ça. C'est la fin de purgatoire de Eddie. Ça montre la fin de sa dépendance à l'héroïne. Ça montre la volonté d'Odetta à s'en sortir de son propre truc. Ça marque le début de leur couple. Ça marque le début de leur amour sur tout ce qui va se passer sur 5 tomes derrière. Pour moi, à ce stade, c'est 2 personnes désespérées qui niquent parce qu'il reste plus que ça à faire, quoi. Je te trouve vache, là. Je peux pas dire ça encore, c'est la fin du cycle. Odetta, c'est ce qu'elle dit. Odetta, elle dit, si c'est la fin, pourvu que ce soit pas trop dur et que ce soit avec ce jeune homme. En plus, c'est une notion d'amour, c'est une promesse d'amour. Si je dois mourir que ce soit avec ce jeune homme-là, c'est une promesse d'amour. C'est ce que tu dis au mariage. Non, pour moi, c'est pas une promesse d'amour. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour moi, c'est un acte désespéré. Pour moi, c'est un acte où ils se disent, en fait, on va pas s'en sortir, donc on prend la première personne qui vient, et il se trouve que du coup, il y aura plus qu'elle après. Mais pour moi, c'est désespéré. Et si ça avait été une autre personne qu'Odetta, ça aurait été exactement la même chose. Alors, je vous invite à voir Constantine, le film, avec Keanu Reeves, qui est un des meilleurs films de DC qui a été fait, je pense. C'est vrai. Je sais pas où tu vas venir avec ça, mais... Non, mais autant il y a le film est discutable sur plein d'aspects, il y a Shia LaBeouf dedans, machin. Il y a un aspect qui est très fort. Je spoil le film, il y a prescription. C'est l'ange Gabriel qui veut faire naître le fils de Satan, Mammon, sur Terre. Son point d'orgue de pourquoi je fais ça, c'est l'humain n'est jamais plus croyant et n'est jamais plus confiant en ses capacités qu'au moment où il est désespéré, au point de se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et en fait, c'est ça qui est fort dans ce passage-là, c'est que
autant, oui, c'est un acte de désespoir. Oui, ils ont plus rien. Effectivement, ils savent qu'ils vont mourir. Il y a plus rien. C'est une plage. Ils ont rien à bouffer. Ils savent pas s'ils vont pouvoir faire 2 pas demain. Je suis complètement d'accord. Mais c'est justement cet acte de désespoir et cet abandon au désespoir qui prouve leur vrai sentiment derrière. C'est en fait, il y a plus rien à mentir. En fait, il y a plus de mensonge. Il y a plus rien du tout. Ils peuvent être vrais eux-mêmes en fait en disant, je vais mourir demain. Ils vont mourir demain s'il faut. Et en fait, c'est cet acte d'abandon complet de se dire, ok, on se raccroche à la seule chose qu'on peut avoir qui est encore vraie dans cet acte présent, c'est l'amour en fait. Et c'est la seule chose qu'ils ont l'un pour l'autre. Pour moi, c'est pas encore de l'amour, ça se transforme en amour parce qu'ils construisent quelque chose à partir de ça, mais que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ils l'auraient quand même fait. Et pour moi, à ce stade, c'est pas de l'amour. Quand tu dis que ton acte de désespoir, tu peux le faire, peu importe qui t'en face, c'est juste parce qu'on est tous les deux désespérés, c'est pas encore de l'amour. Pour moi, je suis d'accord. Ça aurait été Dédain en face de lui, jamais il aurait fait ça. Ah oui, non, mais oui, non. Ouais. Arrête. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Ellie, mais il aurait pas ken n'importe qui, hein. Mais bien sûr. Faut pas dire ça. Pour moi, ça marche pas. Ça me touche Faut pas dire ça, hein. Attends. C'est un bon gars, Eddie. C'est le cas. Non, mais, je veux dire, c'est que c'est le cas, c'est le destin qui les réunisse, qui fait en sorte qu'ils puissent vivre ensemble, cette histoire d'amour qui va durer, qui va donner quelque chose de fort, qui va donner quelque chose de beau jusqu'à la fin du tome 7, qui va faire quand même passer Susanna à travers une porte spécifiquement pour rejoindre l'homme qu'elle aime. Enfin, oui, nous, on le sait. Là, on le sait, on sait ce qu'il y a après, mais pour moi, à ce stade, c'est pur acte de désespoir. Et en plus, lui, il est un peu mignon, et lui, il est amoureux parce que forcément, il tombe amoureux dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui. Alors non seulement elle est noire, et en plus il faut la pousser. Alors en plus elle est schizophrène, donc son putain de syndrome de l'infirmière, il est full trigger, donc il est à fond sur elle. Et elle, elle a personne d'autre, et à part l'autre qui passe son temps à crier et qui ressemble à rien. Et ce gentil jeune homme machin, évidemment qu'elle se le fait lui et pas Roland, quoi, tu vois. Mais ton discours est contradictoire de base. Non. Tu peux pas dire, elle aurait pris la première personne et elle aurait pas pris Roland. Non, elle aurait pas pris Roland, mais je veux dire, en fait, quand je dis ça aurait pu être n'importe qui, c'est une façon de parler. Je suis pas en train de dire que n'importe quelle personne, je veux dire, quelqu'un d'autre de gentil à la place d'Eddie, elle l'aurait quand même pris. C'est pas Eddie, c'est juste que... Ça aurait été pareil. Bon. Mauvaise foi. Non, mais je comprends ton point et je suis complètement, je suis complètement d'accord avec ton point sur le fond. Je trouve juste que parce qu'on sait que c'est le cas qui amène tout ce qui va être amené, que tu connaisses ou pas la suite du roman, comme c'est le cas depuis le début, KA, en fait, cet acte de désespoir pour moi, il est intensément fort parce qu'il est lié au destin qui va les mener à ce qui va, quand bien même tu sais pas ce qui va arriver. C'est pas ma lecture. J'entends. Je pense qu'il faut qu'on soit là, on est au point, il faut dire, on est d'accord pour être pas d'accord. Oui, complètement. Mais après, alors si vous voulez jouer sur les mots, c'est pas n'importe quelle personne, n'importe quel garçon d'à peu près son âge, d'à peu près gentil, elle aurait couché avec quand même. On avait dit qu'on était d'accord pour être pas d'accord. Oui, non, mais juste revenir sur ce côté de on chipote sur moi qui dit n'importe qui. Je voulais pas dire n'importe qui. Non, ça, on peut te charrier un petit peu. Je te prends mes excuses, j'ai fait un peu de mauvaise foi pour te contredire et j'aurais jamais dû faire ça. Donc le lendemain, ils continuent leur progression et on apprend qu'il n'a pas plu une seule goutte depuis qu'Eddie est là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a très peu d'occurrences de pluie dans l'autre de monde, parce qu'on est vraiment ambiance aridité et désolation. Et Grand Poil, t'as trouvé, on s'est posé la question sur le Discord en fait. Et toi, Grand Poil, t'as trouvé quelques mentions, genre quasi une dans chaque tome, mais c'est tout. Et du coup, tu nous disais un peu... Oui, et dans certains cas, c'est des mentions de... quelqu'un lui dit qu'il a plu il y a pas longtemps. Ouais, ou qu'il y a de la bruine au loin, ou qu'il y a un seau qui est rempli d'eau de pluie, dans l'idée. Il y a peu de témoignages directs de la part des personnages de la pluie. Ouais. Et que, à ce stade. Et que ça donne potentiellement l'idée que l'eau, c'est une source de vie qui s'est peut-être tarie quand Roland a commencé à tirer les cartes. Et ça, c'est toi qui l'avais avancé. À voir, après, ça, a priori, on a l'impression que c'était déjà un peu tari avant, mais que ça rejoint l'idée que, en fait, c'est, l'entre-deux-mondes, c'est full désolation, donc, le fait qu'il y ait plus d'eau, ça va avec. Donc, il y a plus d'eau, il y a plus de la vie, ouais. Hein. Donc, ça va avec. Donc Eddie se demande ce qu'il doit faire s'il atteint les collines sans voir de porte, et c'est finalement Odetta qui la première aperçoit quelque chose au loin. Eddie, lui, ne voit rien, semble apercevoir quelque chose, mais pense que c'est plutôt la projection du souhait de voir la porte. Il continue. Et 30 minutes plus tard, il se rend à l'évidence. Oui, il y a une porte, elle a de bons yeux, peut-être même meilleurs que ceux de Roland. Notons en effet qu'aucun des piochés n'a de lunettes de vue,
Et moi, je me suis dit, là, j'ai des lentilles de contact, j'ai -6 à l'œil gauche et -5 à l'œil droit. Je serais pas pistolero, c'est sûr. Et je me demandais, est-ce que Souvia, si Mort a des lunettes ou pas? On se souvient pas s'il a des lunettes de vue. Va falloir y retourner, mais ça me dit rien. Bon, on verra au prochain épisode, mais ça serait marrant de se dire qu'en fait, que par défaut, s'il a des lunettes de vue, c'est un indice qu'il est juste pas compatible avec le tirage de cartes et qu'il passera pas la porte, quoi. Ou en tout cas, qu'il deviendra pas pistolero. Et peut-être que Callahan est un peu myope et il le sait pas et que c'est pour ça qu'il devient jamais pistolero. Mais laissez ce pauvre Callahan en paix. Ça suffit maintenant. Donc ils accélèrent leur avancée et Eddie s'inquiète de la marée montante. Ça leur laissera peu d'espace entre l'océan et l'oblique des collines. Il s'inquiète aussi du miaulement dans les collines, remarquant qu'en se rapprochant d'elles, le reste de la faune a changé. Aux alentours de 4 heures, ils atteignent la porte. Ils regardent la porte, restent plantés devant sans comprendre les 2 mots inscrits dessus, même s'ils glacent Eddie de désespoir. Avant d'arriver à la porte, quand même, il se dit que Odetta a des yeux probablement meilleurs que ceux de Roland, quand même, parce qu'elle l'a vu de très 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 loin. Ouais. Ce que Amy a dit, ouais. Ah merde, j'ai des absences. C'est pas grave, moi aussi. T'as les ciseaux que t'as dans la main, grand poil? Non, c'est un ouvre-lettre. Ah putain, J'ai pas de lettres. Ah, c'est cool, ça va faire du bruit à nettoyer au montage, ça. Non, c'est faux, il fait pas de bruit celui-là. C'est justement, il y a pas de quick, il y a pas de mécanisme. En faisant le tour de la porte, ils voient ce que Roland a expérimenté sur la première. Ils n'ont pas eu le temps sur la deuxième. Quand on fait le tour et qu'on passe sur le côté, elle disparaît. Il n'y a pas de tranche et il n'y a pas de dos. Eddie tente d'ouvrir la porte, mais il n'y arrive pas. C'est un peu comme Excalibur, seul l'élu peut. Et c'est marrant d'avoir cette comparaison quand on sait l'importance du mythe arthurien dans la Tour Sombre et l'origine des armes de Roland qui vient d'Excalibur. Il a pourtant un bout d'Excalibur sur lui, Eddie, à ce moment-là. Oui, mais c'est pas ses armes à lui, tu vois. Et c'est pas encore un pistolero dans l'idée. À quel moment Eddie devient officiellement un pistolero? Je me demande si c'est pas après Shardik. Ah, que c'est genre une épreuve, c'est son épreuve. C'est l'épreuve du feu, quoi. Même s'il a déjà subi l'épreuve du feu un peu en se battant à poil contre les mafieux, là. Je sais pas quand est-ce qu'il lui dit. Je sais même pas si à un moment. C'est pas lui qui tue Shardik, c'est Susanna. Donc il est en haut de l'arbre en train de pleurer. Ah oui, non, Eddie, il est en haut de l'arbre. Bah oui. Ouais. Donc je ne sais pas. Je sais même pas s'il leur annonce réellement, à part peut-être quand tout le catet est réuni. À mon avis, il y a un moment comme ça où ils en parlent. Ouais. J'ai souvenir d'une conversation à 4 comme ça, mais avant, je pense pas qu'il leur dira. Possible, on verra. Donc au moment où ils discutent d'où Odetta doit attendre, plutôt hors de portée des monstruosités, ils entendent tous les deux le feulement d'un félin très proche. Odetta regarde l'arme d'Eddie et comprend que Roland ne veut pas qu'il lui donne. Pour Odetta, il n'y a pas à discuter. Il faut vite récupérer Roland, qui est dans un sale état. Elle demande juste à être installée plus haut et qu'il lui laisse des pierres et de la nourriture. Eddie l'installe et lui tend l'arme, mais elle refuse. Elle n'aime pas les armes, ne saura pas s'en servir dans la panique, et en plus, elle ne veut rien toucher qui lui appartienne. Tout ce qui l'entoure me semble avoir ce que maman appelait le vaudou, dit-elle. Eddie essaye de faire traîner le départ, il ne veut pas se séparer d'elle. Ils s'embrassent, elle lui dit qu'il est son premier blanc. Lui, il s'en fiche et lui dit qu'il l'aime. Et à cet instant, la créature féline donne de la voix un long moment. Elle semble être loin, 5 à 10 kilomètres, mais grosse et surtout bien plus proche que la dernière fois. Eddie lui retend l'arme et cette fois-ci elle cède, il repart, s'attarde sur les 2 mots inscrits sur la porte, se retourne pour faire un dernier au revoir à Odetta alors que la nuit tombe, et reprend sa route au pas de course. Il sait qu'il devrait ménager ses forces, il est déjà épuisé et Roland sera plus lourd, mais il a trop peur qu'il lui arrive quelque chose. À la première lecture, quand même, ce suspense du nom de la porte, là. Oui. Oui, tu te demandes pourquoi en faire autant, quoi. Roland, dans un sale état, attend les yeux fermés et entend Eddie arriver, qui se plante devant lui, trempé de sueur et tout dépenaillé. À peine les yeux ouverts, le pistolero voit évidemment directement qu'il lui a donné le revolver. Après l'effort qu'Eddie a fourni, il est vexé que ce soit la première et unique réaction de Roland. Roland rétorque qu'il dit la seule chose qui ait de l'importance. Sale con sans cœur où derrière sa fièvre, il n'a jamais douté qu'Eddie pouvait faire l'aller-retour, même s'il a sans doute douté à raison qu'il donne l'arme. Le passage de la vexation d'Eddie et Gold, je cite, « Maintenant ce sera selon les préférences de monsieur. Soit monsieur grimpe dans ce fauteuil, soit je le replie, histoire de voir si j'arrive à le fourrer tout entier dans le trou du cul de monsieur. Je choisis monsieur. » Et il avait fait le même truc avec les homards quand ils refusaient de manger ou je sais plus quoi. C'est rigolo. Ouais.
Roland, demi-sourire aux lèvres, choisit une autre option. Eddie doit se reposer, mais Eddie veut retourner près d'elle. Ils arrivent à négocier et à se mettre d'accord sur 4 heures pour partir quand la nuit tombera. Il est 16 heures à ce moment-là. Il rappelle un petit peu un comportement de drogué, là. Hein. Non, faut que je retourne près d'elle. Vite. Ouais, il est inquiet pour elle. Il est amoureux, c'est logique. Mais ouais. Et surtout, s'il se dit si elle meurt, il a pas envie d'être coincé tout seul avec Roland, quoi. On comprend. Ah bah, il va pas coucher avec. Hein. Secoué par le pistolero, Eddie se réveille dans la douleur de son corps épuisé. N'oublions pas qu'en plus de tout ça, il sort quand même d'un sevrage. Donc physiquement, il était déjà fatigué. Il mange un morceau et se remet en route, toujours dans la douleur pour son 3e voyage sur cette maudite longueur de plage. Ils avancent bien, mais moins vite. Comme pressenti, c'est plus lent avec le poids de Roland et Eddie s'épuise encore plus. Eddie dort à nouveau 4 heures avant l'aube et Roland tousse de plus en plus, mais le pistolero se connaît et rit du regard inquiet de son compagnon. Non, il n'est pas encore au bout du rouleau. Et je trouve rigolo qu'il utilise l'expression au bout du rouleau parce que j'ai pas l'impression que ce soit une expression très entre deux mondes compatibles et je me demande s'il essaye pas de faire un pas ouais, c'est envers Eddie. Il utilise une expression d'Eddie, ouais. Oui, sans doute. On va regarder ce que c'était en VO, je sais pas. C'est français, je pense. I'm not done yet. De quoi donc? Bon. C'est l'expression française, c'est I'm not done yet. Ok. En anglais, il n'y a pas de... Ok. Donc, au crépuscule de ce 2e jour, ils ne sont toujours pas arrivés. Sous-entendu qu'Odetta reste seul 3 jours. Eddie espère à nouveau dormir 4 heures, mais est réveillé au bout de 2 par un hurlement de chat sauvage qui ne peut être qu'énorme d'après lui. Réveillés, ils se remettent en route, pour ne pas dire en roue, et atteignent la 3e porte quelques heures plus tard. Enfin réunis, pense Eddie, mais Odetta Holmes a disparu. Que s'est-il passé? On se demande. Eddie appelle Odetta en hurlant et cherche du regard mais ne trouve rien. Roland, lui, observe la porte et on a alors la révélation des 2 mots dessus qui ne sont pas la mort, comme on aurait pu le penser, et comme le pensait le pistolero, mais le pousseur. Il ne sait pas comment ni pourquoi, mais il sait que le sens de le pousseur est quand même la mort. Et moi, c'est là où j'avais noté ce qu'on a dit tout à l'heure, que en tarot, la carte de la mort, elle signifie le changement, et qu'en fait, la 3e porte, elle apporte... Bah du coup, oui, la mort, parce que la mort de morte, comme tu dis, Zef, mais aussi un changement qui est le changement d'état en Tuvama. Il est sorti de sa torpeur par Eddie, qui hurle le nom d'Odetta alors qu'il commence à grimper la colline. Il songe à passer la porte et à laisser Eddie retrouver Odetta, mais malgré une introspection romantique, il n'est pas sûr que les 2 pourront se retrouver, ou sur quoi Eddie va tomber en la retrouvant. Et il n'est pas sûr non plus que son infection n'est pas en train de le tuer et qu'il est trop tard pour des médicaments. Eddie veut chercher Odetta, mais Roland a besoin qu'il l'accompagne. Il sent aussi qu'Odetta est toujours vivante, sans savoir dans quel état. Eddie aussi le sent, son sevrage lui a aiguisé l'esprit, de toute façon, si elle était morte, la porte ne serait plus là. Tout ce petit passage où Roland essayait de convaincre Eddie de venir avec lui, et en même temps, rapproche-toi, je ne te parle pas, je t'entends pas bien. Eddie lui dit, non, c'est un piège, comme tu as de grandes dents, mon cher. Bon, il comprend pas la ref, mais... m'a fait vraiment beaucoup rigoler parce que Roland dit bah non, j'essayais pas, hein, peut-être que si, un petit peu quand même. Leur relation, elle est quand même je sais pas, moi enfin elle est amusante. Ils m'amusent tous les deux au final parce qu'ils apprennent à se connaître et à réagir comme il faut, quoi. C'est vraiment en construction tout en ayant c'est marrant parce que on a l'impression qu'il y a des bases saines et solides qui sont construites sur de la merde et de la galère. Ouais. C'est fou, hein. C'est marrant, cette impression. Donc, ils argumentent. Eddie négocie et ne veut vraiment pas prendre le risque de perdre Odetta. Et Roland se souvient d'un dicton de son père. Autant chercher à boire l'eau de l'océan à la petite cuillère que de vouloir discuter avec un amoureux. Mais le pistolero a de quoi répondre à chaque argument. De toute façon, pour Roland, le risque, ce n'est pas la faune de ces collines, c'est Detta Walker et la possibilité qu'elle soit revenue. Alors qu'ils disent... Ils l'ont nourrie juste avant, donc elle est vraiment en pleine forme. Oui, en plus. Et elle a un flingue avec quelques balles qui peuvent ou ne peuvent pas partir, mais quand même. C'est vrai que du coup, en effet, elle a mangé avant, quoi. Alors qu'ils discutent, on comprend que oui, Detta est revenue et qu'elle observe la scène cachée à un demi-kilomètre d'eux, les surplombant de 150 mètres.
Elle est en colère contre Roland, bien consciente qu'il a violé son esprit, mais elle est aussi troublée par l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on s'introduit dans sa tête à son insu, qu'il y a eu plusieurs autres fois. On se retrouve dans sa tête, un esprit vif et acéré, plus que celui d'Eddie, et son dialogue interne donne l'impression d'être dans la tête d'un Gollum HPI. C'est là où je l'avais noté. Oh, ouais, putain. C'est incroyable ce passage. C'est vraiment, on se rend compte. C'est chaud à lire. On se rend compte à quel point elle est dangereuse. On le savait déjà bien, mais on se dit là, elle a atteint un point de non-retour et Eddie, il a zéro chance face à elle, quoi. C'est vraiment ce qu'on est en train de comprendre. Oui, puis le pire, c'est que c'est même pas Eddie sa cible, hein, c'est qu'elle, elle a juste peur de Roland, du vraiment méchant, avec des majuscules. Ouais, avec la référence au petit chaperon rouge juste avant, ça va. Ouais. Elle est tirée de ses pensées par la déflagration d'un revolver. Roland et Eddie argumentent toujours, le pistolero tire en direction de l'océan et après un clic, il y a un violent kablam. Le but de Roland, c'est de montrer à Eddie qu'il y a de fortes chances pour que la plupart des balles dans le revolver d'Odetta soient bonnes parce qu'il l'a chargé avec des bonnes balles. J'ai pas tout à fait compris à ce moment-là exactement le passage de qu'est-ce qui lui fait dire que c'est les bonnes machin. Ouais, il a fait une démonstration juste que les balles qui étaient le plus bas sur son ceinturon, qui ont le plus pris l'eau, elles partent deux coups sur trois, elles partent pas. Et que celles qu'il a testées qui étaient un peu plus haut, un coup sur deux quasiment réussissent à partir. Oui. C'était un peu alambiqué comme démonstration pour en arriver à elles sont moins mouillées que les autres. Ouais. Mais il l'a dit dès le début et c'est le pistolet qui était susceptible de te laisser à Deta en fait, donc c'est ça que je fiche pas non plus. Parce que c'était aussi leur seul moyen de se défendre et de se nourrir pendant qu'ils partaient. C'est pour ça qu'il leur a laissé ce pistolet-là et que l'autre il l'a gardé pour lui. Il leur a donné les meilleures chances d'arriver jusqu'à la porte et de venir le chercher derrière. Oui, c'est ça. Parce que Eddie doute de cette info, mais Roland a un argument en béton. Évidemment qu'il lui a donné un revolver avec des bonnes balles. Pour rien au monde, il ne risquerait la mort d'Eddie, le seul qui puisse le sauver lui. Pour Roland, Deta est caché là, pas loin, avec une arme chargée, et si Eddie y va, il mourra. Mais Eddie ne cède pas, persuadé que Roland, proche du délire à cause de la fièvre, est capable de mentir pour sa tour. Et même si ce n'est pas le cas là, nous on se dit que c'est largement plausible du point de vue d'Eddie. Alors Roland charge à nouveau son arme, la lance à Eddie, s'extirpe du fauteuil et se traîne jusqu'à la porte. Il l'ouvre, regarde Eddie une dernière fois. De son côté, Deta, rempli de haine, observe tout. Le pistolero rappelle à Eddie de rester sur ses gardes et passe la porte, laissant son corps affaissé sur le seuil. Eddie réfrène l'envie d'aller voir sur où et quand donne la porte, mais il se tourne et regarde dans les hauteurs. Il a peur, il sent la présence de Deta, mais il est épuisé et pense qu'il ne pourra pas combattre le sommeil. Il se demande quand Roland reviendra avec le pousseur. Il crie le nom d'Odetta. Silence. Alors il commence à attendre. Et là, on a plein de cliffhangers. On sait pas la porte où elle mène. Ni sur quand, ni sur où, ni sur qui. On sait pas trop si Detta elle a vraiment une arme qui est fiable ou si Roland a bluffé, même si on se doute qu'il a pas trop bluffé. On sait que Eddie, dans les 20 secondes, il va s'endormir. Enfin, c'est vraiment... King, il fait pas tant de cliffhanger que ça d'habitude. Là, ça en a un gros quand même. Là, il nous laisse plein de choses en suspens. Et je voulais rajouter aussi qu'on a la description de Roland au moment où il traverse la porte, qui m'a fait un peu rigoler, j'avoue. Il nous dit que son corps s'y affaisse. Au moment où il franchit le seuil, son corps s'affaisse comme s'il avait cogné dans un mur de pierre au lieu d'aborder un espace vide. Et à ce moment-là, j'ai imaginé dans la tête Roland glisser comme ça, comme une crotte pour arriver tout en bas. Oui, il est pas Moins juste, il est pas juste allongé sur la C'est vraiment le moment où tu... Et on n'a jamais passé autant de temps sur la plage que dans ces deux chapitres-là. Clairement. On fait vraiment que ça, quoi. Et... C'est vraiment un purgatoire. Hein. Mais du coup, là, c'est-à-dire que la prochaine fois, on rentre dans la partie que t'aimes bien, c'est ça ? Si je m'en souviens bien, oui, c'est à peu près ça. Et là, ce qui est bizarre, peut-être on peut le dire avant le prochain, c'est que le titre du chapitre s'appelle Le Pousseur et qu'on a une image d'une carte qui a marqué Le Mort. Ouais, je pense que c'est pas un problème de traduction française, ça. Ils savent pas ils connaissent pas le féminin et le masculin pour les objets. Ça, c'est possible. Ça, c'est un truc. Je suis pas persuadé que ce soit pas une erreur de traduction, mais parce qu'en VO aussi c'est Le Mort. Donc ça vient de la VO de base. Comme amoureux, en fait, je me dis peut-être que c'est juste un problème de prononciation française en anglais où O et U, ils savent pas que ça fait OU, et du coup, amoureuse, ça paraît
On va dire qu'à l'époque, il y avait moins de dico et il n'y avait pas Google, quoi. En vrai, je sais pas, c'est vraiment qu'une supposition. Là. Sachant que sur la carte, c'est plus un mort qu'on voit, puisque c'est un crâne, que la mort telle qu'elle est figurée d'habitude, non? Oui, mais comme dirait Pratchett, la mort est un mal nécessaire. Mais c'est marrant parce que le prisonnier, il n'y a pas de carte. Ah, il n'y en avait pas? Non, c'était la seringue encadrée, mais il n'y avait pas de carte le prisonnier. Oui, et pour... Il n'y a pas le singe, le gars avec le singe, machin et tout, comme il décrit le reste. Et la Dame d'Ombre, c'était pas une carte non plus, c'était la trace de pas avec la trace de fauteuil. C'est vrai. C'est l'or, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment... Là, la carte, pour moi, elle est brûlée en plus, on dirait. On dirait qu'elle est consumée un peu en bas à gauche. Ou très abîmée. Je sais pas, sur la version VO, elle est vraiment enfin, on peut pas dire cramée, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Elle est pas aussi lisible sur la version VO. Mais on commence déjà à spéculer sur l'épisode suivant, je pense. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette lecture? Nope. À part que c'est étonnant parce que du coup, Eddie, c'est vraiment le personnage principal de ces 2 chapitres. C'est lui qui mène tout. Ouais, ça change le rythme alors qu'on est juste sur la plage en fait. Ça rajoute encore une nouveauté. C'est pas mal. Donc très bien. Donc cet épisode sort le 19 octobre. Donc ça veut dire que le 19 novembre, on finira. Normalement, si tout va bien, je me suis engagée à résumer toute la fin du livre d'un seul coup. On verra si c'est ce qui arrive ou pas. Mais soit on termine les 3 cartes le 19 novembre, soit on le termine le 19 décembre. On verra bien. Non, soit on termine dans ce qui sortira le 19 décembre. Non, je suis perdue. Non, ce qu'on enregistre là, ça sort le 19 octobre. Octobre, donc le prochain c'est le 19 novembre. Oui, donc soit on le termine le 19 novembre, soit on le termine le 19 décembre. C'est ça. Ah, c'est compliqué. On fera sans doute un live après ça, on en a parlé la dernière fois, mais je me suis pas du tout penchée sur la question. Et vu qu'on n'est pas sûr de la date de ça, on en parlera plus tard parce que je sais qu'on nous a posé la question, mais on verra. Fidèles auditeurs, comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et venez en parler avec nous sur Discord, le Discord de Stephen King France, dont le lien est en description de cet épisode, ou sur les commentaires sur YouTube aussi, ça marche bien, on vient vous répondre, donc n'hésitez pas parce que ce podcast existe sur YouTube, le YouTube de Stephen King France. Et messieurs, merci à tous les deux. Poursuivons notre quête et retrouvons-nous pour la suite dans un mois pour, peut-être on verra, je l'espère, la fin de ce tome 2. Oh, je pense qu'on va y arriver. Oui, on devrait. Je pense pas mal de pages, hein. Aussi long que la Dame d'Ombre, j'ai l'impression. Ouais, pour moi c'est un peu plus de 100 pages. On verra bien ce que j'arrive à avancer et puis on ajustera en cours de route. Oui, tu nous diras. Ouais. Et du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Le double du compte pour toi.